Bonjour à tous, je suis Yann Darwin, cofondateur du groupe Green Bull, un groupe international composé d'une quinzaine de marques et sociétés. Dans cette nouvelle émission, on est à la recherche des talents de demain, mais également de business incroyables et novateurs. C'est pourquoi les candidats vont passer par cette porte et venir faire le pitch de leur vie. En face d'eux, mes associés et moi-même, on va les aider, mais également les challenger pour investir sur les meilleurs business et les meilleurs talents. Et donc là, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un partenariat. Ouais, mais C'est pour ça qu'il est là. c'est bien d'être venu, déjà. Ce ne sera pas nous. Le projet, la chaîne va s'appeler Dinguerie. Tu suis? Je pense vraiment qu'on peut éclater Amazon en fait. Ah waouh! Alors vas-y, Là, tu vas gagner notre attention. Si vous voulez pas plus d'associés, en effet, ça sert à rien qu'on discute. Le contenu adulte est assez spécifique. Ça, on y croit au marché. Yann consomme. Parce que si tu gardes ton projet dans ton coin, tu vas avoir des dépenses comme ça qui vont t'emmener à la faillite potentielle. Donc c'est un produit tout récent, c'est un marché vierge. Mais ça n'existe pas déjà ça? Je suis désolé, mais j'ai toujours rien compris. Pourquoi on ne comprend pas ça? Bonjour, je suis Stéphane Talbot de Panneaux QR. Donc j'ai développé des panneaux de chantier avec QR code pour mettre une information connectée concernant les obligations d'affichage légal sur les chantiers. Je suis venu chercher un boost pour faire en sorte que ce projet devienne le leader des panneaux connectés en France. Pourquoi je paierais? C'est pas ça, mais. Pourquoi je paierais? Je commence. Là, tu commences. Hein. Franchement, je peux continuer. Je m'en bats les couilles, tu parles. Alors. Oh, encore là? Ouais, mais on est là tout le temps. La pression, elle a eu le temps de monter depuis ce matin? Elle est montée, elle est redescendue, elle est remontée. Ça va, ça vient, mais bon, voilà. 3, 2, 1. J'aime ça. Bonjour. Bonjour. Et entrée au YMCA. Ouais, très belle entrée. Très belle entrée. BTP, entrée BTP. Comment tu t'appelles? Stéphane. Stéphane, salut, bienvenue. On te laisse te pitcher notre projet. 1 minute, termine bien avec ta demande et ensuite on est parti pour les questions-réponses. Très bien. Bonjour, donc je suis Stéphane Talbot, fondateur de Panneaux QR. Sur les chantiers de construction, la loi oblige d'afficher la liste des entreprises pour lutter contre le travail dissimulé. En théorie, rien de bien compliqué. En pratique, les entreprises changent, il faut mettre à jour, réimprimer, remplacer. C'est contraignant, coûteux et en fin de chantier, tout part à la poubelle. Ça, c'est Panneaux QR. C'est la version moderne et responsable du panneau de chantier. Un simple QR code et toute l'information est disponible en ligne, à jour et modifiable en quelques clics. On le propose en abonnement SaaS, entre 20 et 50 € par mois, à durée de chantier. Et on a déjà aujourd'hui plusieurs sites installés. Pour booster ce projet, on cherche un partenaire stratégique qui va nous permettre de devenir le leader des panneaux d'information connectés en France. Le marché du BTP, c'est 225 000 panneaux par an. Et pour ça, on a besoin de 100 000 € contre 15% de la société. Merci, très clair, très concis. Alors Stéphane, Oui, combien de clients as-tu actuellement? aujourd'hui une dizaine. Encore un signé hier. Donc entre 20 et 50 € par mois. Oui. La durée moyenne d'un chantier, c'est 12 mois. C'est quoi tes ambitions vraiment Les ambitions chiffrées. de chiffrer, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, avec un plan média, aujourd'hui, on maîtrise la technologie, on maîtrise la gestion de ce produit, on ne maîtrise pas la communication. C'est pas un savoir-faire qu'on a. Donc aujourd'hui, Green Bull a les moyens Green de... Bull. Green Bull, sorry, Green Bull. Important. Green Bull No problem. a No les problem. moyens. No problem. Alors, on est sur un marché français puisqu'on répond à une obligation française d'affichage des panneaux. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'obligation sur les pays autres que France. Donc pour l'instant, sur le marché du BTP, on n'est que France. Mais l'ambition, c'est de faire en sorte que tous les panneaux de chantier en France aient un panneau QR. Et pourquoi ils l'ont pas encore? Parce que ça doit être plus facile, plus simple à gérer pour eux. Pourquoi Oui, une entreprise alors- comme Vinci, comme Bouygues, elle n'a pas de QR aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas de QR? Parce que la loi n'a changé qu'en juillet 2023. Donc c'est un produit tout récent, c'est un marché vierge, à peine débroussaillé par quelques concurrents en France. Je me suis rendu compte que cette fonctionnalité existe dans un autre produit que je développe pour les chantiers. Et au mois de juillet, on m'a demandé ces panneaux spécifiquement. 1 panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 4 panneaux, 7 panneaux au mois de juillet, il y a quelques mois. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai externalisé cette fonctionnalité et j'ai créé Panneaux QR pour en faire un produit individuel et de pouvoir le vendre à des PME, des TPE, du bâtiment. Tu mets dans ta présentation qu'il y a 250 000 chantiers en cours, possible, c'est ton TAM en fait, c'est ton marché que tu peux adresser en France. Exactement. Okay. Donc tu estimes que tu vas capter combien du marché sur ces 250 000 panneaux? Sur les premières années, on peut estimer 1%, 2%, puisqu'il faut apprendre aux professionnels qu'ils ont le moyen d'utiliser ce QR code et leur prouver
cette facilité d'utilisation. La démonstration, elle est facile sur une question de coût, c'est-à-dire qu'un panneau de chantier coûte en moyenne entre 5 et 700 € à installer sur un chantier. Or, les modifications qu'ils peuvent ajouter. Une modification, c'est 150 €, réimprimer un autocollant, envoyer du personnel, l'attendre. La contrainte légale, puisque un panneau de chantier qui ne serait pas à jour, c'est 1500 € d'amende par ligne qui serait en erreur. Donc sur un marché aujourd'hui, c'est un marché qui est tout neuf, on n'a pas encore de retour concret d'exploitation. Donc c'est pour ça, c'est une approche prudente du marché. Pourquoi on ne parle pas du truc le plus important pour l'afficheur? Le constat de l'huissier, les recours des tiers, etc. Alors, parce que c'est là l'important, parce que faire un QR code, n'importe qui peut imprimer un QR code. N'importe qui peut le faire. Aujourd'hui, n'importe qui n'a pas la gestion automatisée, facilitée, rapide en quelques clics pour mettre à jour son panneau. Regarde, on peut faire un QR code et faire un lien vers un PDF, ça marche très bien. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une interface de mise à jour et le plus produit, au-delà de cette obligation légale d'afficher simplement la liste des entreprises, on propose toute une phase communicante, de pouvoir mettre des informations à destination des riverains pour communiquer sur le chantier, un dialogue citoyen, proposer de pouvoir recevoir des échanges. En fait, le trottoir a été défoncé par votre chantier, le citoyen prend une photo et contacte le responsable du chantier. Aujourd'hui, personne ne le fait. Les quelques concurrents font simplement une liste d'entreprises en ligne. Ok, donc toi, tu as besoin de marketing, c'est ça? J'ai besoin de marketing. J'ai besoin d'aller chercher les salons du BTP, j'ai besoin d'aller chercher des médias du BTP, j'ai besoin de faire une communication ciblée sur les promoteurs, sur les architectes. Pardon? On cible qui? On fait quoi comme com? Tu vois quoi? T'as quoi dans l'esprit? La com, c'est les informer directement que ça existe. On est capable de gérer du multi-chantier. Aujourd'hui, les architectes gèrent des plans com de plusieurs chantiers pour des promoteurs. Donc, ils gèrent 10, 15, 20 chantiers pour un même promoteur. Donc, un seul client, c'est tout de suite 20 panneaux distribués. Moi, j'ai juste un petit problème avec ton modèle économique. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne peut pas faire beaucoup d'argent. Parce que ton marché que tu adresses, c'est 250 000 panneaux, tu dis. C'est-à-dire que même si on adresse 100% du marché, on a une cinquantaine de millions d'euros d'achat d'affaires avec ton modèle, ce qui en soi est beaucoup, mais je veux dire, on adresse 100% du marché, donc bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce serait 1%, ce qui réduit tout de suite le truc à moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y aurait une façon de le vendre différemment, où éventuellement la personne pourrait acheter le panneau, tu vois, une fois, peut-être un peu plus cher, et à ce moment-là, elle évite de le réutiliser, toi, ça fait plus de cash flow dans ton business? Exactement. On a une version qu'on a appelée essentielle, avec simplement la réponse légale à cette obligation d'affichage. On a une version intégrale avec la partie communicante, et on a un upsell avec les panneaux de chantier, c'est-à-dire qu'on peut proposer cette impression de panneau pour le chantier qui n'aurait pas déjà un panneau. C'est-à-dire qu'on peut proposer soit un autocollant pour compléter un panneau existant pour un chantier qui serait en cours, soit proposer la partie impression directe, et dans ce cas-là, on peut marger sur le panneau qu'on... Pourquoi, attends, excuse-moi, c'est obligatoire ce que je vais dire là. Pourquoi tu ne parles pas du truc le plus important pour un promoteur, qui est le constat d'huissier? Attends, je vais pitcher moi, messieurs. Il y a un moment, Yann a repitché mon pitch. C'est moi qui pitch, c'est pas lui. Un promoteur aujourd'hui qui affiche un panneau erroné, et donc qui dit erroné dit pouvoir prouver qu'il a été erroné ou pas, donc avec un constat d'huissier, n'importe quel tiers peut bloquer le chantier en disant: ah, j'ai affiché le panneau le 3 octobre. D'accord, t'as un constat d'huissier pour le prouver? Non, j'en ai pas. D'accord, je bloque le chantier en mairie. C'est ça la douleur du promoteur. Pourquoi on ne comprend pas ça? Et comment tu gères ça? Alors, j'ai la réponse à ça, puisque ça fait partie des fonctionnalités sur lesquelles j'ai bossé au mois d'août par rapport à cette demande de constat. Aujourd'hui, la jurisprudence française sur des preuves de constatation de panneaux de chantier ou de panneaux de permis de construire qui ont été apportés face à un recours des tiers, par des simples photos géolocalisées, comme on peut prendre avec son smartphone, ont été déboutées par la loi. C'est-à-dire que la photo géolocalisée, certifiée, même la photo enregistrée, certifiée via un système numérique, elle est considérée comme falsifiable, modifiable. D'accord. Et aujourd'hui, la jurisprudence déboute ces recours des tiers. Enfin, déboute le promoteur, c'est-à-dire que le promoteur, le recours des tiers a lieu puisque le promoteur n'a pas su prouver que son panneau... Du coup, est-ce que tu adresses le constat d'huissier avec ton panneau? Est-ce que quand je pose panneau QR, j'ai l'huissier qui à chaque fois vient constater que le panneau est là, qu'il est fait correctement, avec la bonne date, et dès qu'il y a un changement, j'ai un reconstat d'huissier? Parce que c'est ça aujourd'hui la douleur des promoteurs. J'ai tout fait, il n'a pas voulu changer, il a ses raisons, j'attends de voir. C'est quelqu'un quand même qui est bon en pitch et qui sait où il va. Et comme j'ai dit, je pense que son business va fonctionner. Mais est-ce que ça va être un petit business ou un big business? C'est la question. La douleur des promoteurs, elle est sur le permis de construire. Permis de construire, permis de démolir, DP. Là, on est sur la liste de l'affichage légal des entreprises. Il n'y a pas de constat d'huissier sur cette liste d'affichage légal. Par contre, sur le permis de construire, qui était installé 2 mois avant le début des travaux pour justement initier le recours des tiers, là, on pourrait intégrer un panneau QR avec une certification de photo. Tu ne le fais pas?
Je ne le fais pas parce que juridiquement, je n'ai pas la certification que si j'apporte la preuve numérique de l'enregistrement de ma photo, je ne vais pas être débouté par un tribunal. Par contre, tu es totalement sur le terrain, tu es totalement dans la... Ouais, tu n'es pas en démo là. Donc tu te confrontes au marché, ça c'est top. Mais Yann vient de le dire. C'est trop small. J'arrive pas à voir comment ça peut être gros et comment au final ça peut prendre du sens d'être vraiment à plusieurs pour ce type de business. Et ton approche, je trouve que ton approche tu parles très bien, tout ce que tu dis c'est cohérent, mais j'aurais totalement approché le business différemment, même si effectivement des fois c'est ton option QR code qui peut faire la différence. Mais dans l'approche pitch, j'aurais fait différemment. Parce qu'au final là j'ai juste retenu que tu mettais un QR code et en fait au final tout ce qu'on retient c'est que tout le monde peut le faire. Alors que tu apportes plus que ça. Oui. À un moment, Benoît a un peu cassé le momentum. C'était, voilà, il a un peu déstabilisé tout le monde et c'était beaucoup. Voilà, il y a une pression qui s'est mise en place, mais voilà, on l'a contourné. Moi, je pense deux choses. La première, c'est que tu vas réussir, que tu peux réussir et qu'il faut que tu trouves des ventes additionnelles, comme par exemple faire des partenariats avec les huissiers, etc. Mais je pense que ton business est trop petit pour nous intéresser, pour s'associer avec toi. Mais je pense qu'il est largement suffisant pour te faire vivre, toi ou une petite équipe. Donc en fait, tu vois, c'est un petit business qui a du potentiel. Je pense trop petit pour nous. Mais en tout cas, tu le défends bien et je pense pas que tu vas à l'échec. D'accord, merci. En tout cas, bravo, tu es un super commercial. Stéphane, il est incroyable. C'est le meilleur pitch qu'on ait eu. C'est un vendeur né, je le sens en tant que vendeur. Vraiment, quand il m'a pitché, il m'a embarqué avec lui. Et même si c'est QR code, je n'étais pas fan de vraiment son idée. En tout cas, lui, en tant que personne, il m'a vraiment convaincu. Et je pense qu'il peut aller très très loin dans son truc. Pas assez gros pour nous, mais en tout cas, ça va marcher. Je le sens, il dégage vraiment quelque chose. Je pense que tu vas vendre pas mal. C'est pas mon origine, mais en tout cas. Et puis on espère qu'on t'aura donné de l'awareness et de la pub. Ma présence ici déjà m'a donné une motivation complémentaire. Merci à toi, Stéphane. Stéphane. Bonne personne pour le projet. Merci. Merci. Au revoir. Merci à toi, Stéphane. C'est mon premier pitch investisseur, donc c'est vraiment une première, c'était un challenge perso d'aller oser affronter en plus une équipe assez expérimentée. Voilà, c'est très formateur et ça me donne envie d'aller plus loin et de recommencer. Je retiens de cette expérience une aventure humaine perso parce que voilà, c'était vraiment aller un peu au-delà de mes limites, mais je sais que je vais pouvoir les pousser beaucoup plus loin et aller chercher encore plus haut, plus fort. Next step pour Stéphane, c'est recommencer, trouver l'investisseur et aller plus loin avec Panneau QR. Prends jamais pour acquis ce que les gens me disent aussi. On n'est pas les plus intelligents. Mais t'as des business qui peuvent marcher mais qui n'ont pas forcément assez de portée des fois pour t'associer à plusieurs. Ouais. Oui, parce que c'est plus gros. Ouais. Mais à toi, je reviendrai quand ça sera plus gros. Avec grand plaisir. Avant Que ce soit trop gros. Ouais, exactement. Avant que ça tu soit me diras, regardez les gars, maintenant j'ai 300 clients. 3000 clients. Non mais grand plaisir. Ouais. Ok, merci. Vous aimez Business ou Talent et vous souhaitez investir à nos côtés, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En plus de voir et de comprendre notre logique d'investissement dans l'émission, vous aurez bientôt la possibilité d'avoir une position tangible dans cette aventure à nos côtés. En effet, à l'occasion de cette première saison de Business ou Talent, Green Bull Group ouvre son capital à des actionnaires extérieurs et vous pouvez en faire partie. Ceux qui rejoindront l'aventure deviendront donc non seulement actionnaires de toutes les entreprises sélectionnées dans Business ou Talent, mais également de Green Bull Group, un groupe rentable à la valorisation solide et qui a fait ses preuves en affichant de la croissance tous les ans depuis sa création en 2017. Bref, un seul investissement dans Green Bull Group, c'est une position diversifiée dans toutes les marques et sociétés du groupe, plus un portefeuille d'entreprises qui prend de l'ampleur au fur et à mesure des saisons de Business ou Talent. Pour profiter de cette occasion unique, c'est très simple, manifestez votre intérêt en remplissant le formulaire qui se trouve à l'adresse qui s'affiche à l'écran et vous serez recontacté prochainement pour une présentation complète de cette opportunité. Et le lien cliquable est également disponible en description. Merci de votre attention et on est reparti pour votre épisode de Business ou Talent. Je m'appelle Sébastien, nous notre projet c'est qu'on fait de l'optimisation fiscale pour les micro-entrepreneurs. Nous ce qu'on espère obtenir c'est un échange avec un partenaire stratégique et du mentoring pour 10% du capital de notre boîte. Je suis aussi déçu, il n'y a pas beaucoup d'anglicisme. On a fait exprès. Bah ouais, mais on a dit skin the game, on l'a dit plusieurs fois. C'est vrai. Tu veux que je t'en mette? Je veux que t'en mettes. Je veux que les gens te détestent pour ça, carrément. Ah ouais? Ouais. Je veux que les gens disent, ah lui, il se la pète trop. Bonjour, messieurs. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour à vous. T'es le sosie de Christophe Willem. C'est vrai? Quels sont vos prénoms? Sébastien. Sébastien. Jérôme.
Sébastien, Jérôme, vous connaissez le principe. 1 minute de pitch. N'oubliez pas de nous rappeler pourquoi vous êtes là et ce que vous demandez. Et ensuite, question-réponse. C'est parti. Du coup, moi, je suis Sébastien, je suis cofondateur de Quitel Micro. Aujourd'hui, on aide les micro-entrepreneurs à arrêter de travailler pour l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un micro-entrepreneur aujourd'hui reverse entre 40 à 60% de son chiffre d'affaires en charges, en non déductibles, en impôts et en cotisations sociales. Bonjour, moi je suis Jérôme Jonard, je suis ingénieur en fiscalité. Je suis passé par les impôts, par l'URSSAF et j'ai dirigé des cabinets d'expertise comptable pendant 20 ans. Aujourd'hui, du coup, on optimise la situation des micro-entrepreneurs avec un plan fiscal clair sur leur situation personnelle et professionnelle. À 7 mois, nous avons déjà réalisé 804 chiffres d'affaires avec un atterrissage à 12 mois de 2,3 millions d'euros. Notre objectif est clair, c'est d'atteindre 14 millions de chiffres d'affaires d'ici 2027. Et ça représenterait une pénétration du marché de 0,15% sur les micro-entrepreneurs en France. Et donc là, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un partenariat pour aller plus fort, plus vite et accélérer notre croissance. En échange, on vous propose 10% du capital. Et avec ça, on pourrait aider des milliers d'entrepreneurs à garder plus d'argent dans leur poche. Ok. 10% pour combien? 230 000 euros. Ils vont servir à quoi les 230K? Appuyez sur le bouton. Lequel? Là, on est dépendant de, comme beaucoup, de Meta. Donc c'est très factuel. Donc on appuie sur le bouton budget pub, structuration. On a un besoin cruel aussi de staffer. Donc ça, c'est un coût. Juste qu'on comprenne bien comment fonctionne la boîte, vous faites de l'acquisition en pub, derrière vous faites du conseil au sens large, de la formation, restons factuels. Vous êtes que 2 dans la boîte, pas de salariés? Non, pas de salariés, c'est que des freelances. Juste vous 2? Toi, tu fais la vente? On fait on passe par des webinaires. Ok. Donc, Mais c'est toi qui pitch. Toi, t'es plus on pitch tous marketing. les deux. Moi, je suis plus marketing. Ok. Moi, j'ai structuré et Jérôme est plus dans. Et toi, t'es la partie fiscale. C'est ça. Tu rassures. On explique la stratégie selon leurs objectifs personnels et professionnels. Concrètement, c'est quoi les offres que vous proposez? Les offres, ça va dépendre des optimisations qu'on fait. Ça va dépendre. Donc, si on fait économiser 5 000 euros à quelqu'un, ça va être une offre. Si on fait économiser 15 000, ça va être une offre. Mais en fait, c'est du personnalisé. Ouais, c'est du personnalisé. C'est du consulting. Ouais. Je vais expliquer un truc, les gars, parce que peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en France, on ne veut pas quitter la micro. En France, ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand tu veux lancer ta boîte, tu as un statut qui s'appelle la micro-entreprise. C'est simplifié en fait. Donc tu peux ouvrir ton activité, avoir ton code SIREN, SIRET très rapidement. Et ensuite, soi-disant, tu as énormément d'avantages, que ce soit dans les déclarations et au niveau des charges et des impôts. Les gens, ils veulent rester justement dans la micro, ils veulent pas aller... Ouais, parce que c'est totalement juste. En fait, la problématique, c'est que la micro, c'est vu comme quelque chose de simple. T'as pas de comptable, t'as rien à faire, tu déclares demain sans rien payer. Mais la problématique de ça, et c'est justement là où on vient appuyer, c'est que les micro-entrepreneurs se rendent pas compte qu'ils perdent de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires, ils perdent des milliers d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, pour quelqu'un qui fait 25K de chiffre d'affaires, en prestation de service, on peut lui faire économiser 2 000 euros chaque année. En changeant de statut? Juste en changeant de statut. Ok. Et en élaborant une stratégie, une feuille de route. Et ils l'ont très bien expliqué, c'est qu'à partir du moment que tu dépasses un certain seuil de chiffre d'affaires qui peut être assez facile à atteindre, le statut n'est plus intéressant. Donc au final, les gens ont tendance à vouloir maximiser le statut, se dire tiens, je vais taper le seuil maximum, alors qu'en fait, il vaudrait mieux prendre un nouveau statut plus adapté à ses réels besoins. Faut comprendre. C'est le job d'un fiscaliste, quoi. C'est censé. lui. Donc explique-moi en quoi vous êtes une boîte tech, j'ai pas compris. Ils n'ont pas dit que c'était une boîte tech. On n'est pas une boîte Vous êtes tech. quoi en fait? On est un cabinet d'optimisation fiscale en gros. En ligne. En ligne. C'est clair. Fiscaliste en ligne alors. Voilà. 800 000 euros en 7 mois, c'est ça? Ouais. Et vous voulez atterrir à 2,3 millions en 12 mois? Ouais, sur la fin de notre C'est première année. l'atterrissage. Là, si on reste là, à notre chiffre d'affaires actuel, mais on sait très bien qu'on... Alors c'est pessimiste, hein. Si on reste sur le chiffre d'affaires actuel qu'on fait aujourd'hui, on arrive à 2,4. Mais aujourd'hui, on est en croissance. Donc c'est le plus bas qu'on va atteindre. Pourquoi vous levez déjà? Parce que vous devez avoir un bon gros free cash flow, non? Et pourquoi, du coup, pourquoi 230 000? Je comprends pas. Alors on n'est pas forcément sur 230 000, c'est qu'on veut vous faire rentrer en partageant 10% de notre boîte. Et ce qu'on sait, c'est qu'en 2027, voilà, notre objectif c'est 14 millions. Comme on l'a dit, c'est 0,15% du marché. C'est rien du tout. Il y a un marché énorme et il y a du cash à aller chercher. Et la problématique, c'est que vous êtes passé par les problèmes qu'on va avoir. Vous avez scalé des boîtes, vous connaissez ce que c'est d'avoir des employés, etc. Aujourd'hui, on sait probablement qu'on va avoir des problèmes, mais on ne sait pas où. Et on veut justement être proactif par rapport à ça. Le plan en soi, on sait toutes les choses qu'on doit faire, ou on sait. Probablement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais il y a plein de choses qu'on sait qu'on pourrait faire.
Ok, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Je comprends toujours pas un truc. Comment comptez automatiser pour que ça soit scalable? Aujourd'hui, l'acquisition client, c'est en one-to-many. Pas l'acquisition, vraiment le traitement de chaque cas, c'est une justement, particularité. c'est ça notre problématique aujourd'hui. Vraiment, notre frein là, on pourrait appuyer sur le bouton et aller chercher encore plus de clients, mais c'est ça qui nous freine. Aujourd'hui, on est un peu dans une méthode artisanale, on passe le cachet et on est à trouver plus ou moins peut-être une solution, peut-être un partenaire, à voir ce qui se passe pour peut-être externaliser une certaine partie. Mais ça, c'est encore... Il y a zéro tech, je répète. Zéro tech. Dans tous les cas, c'est-à-dire que vous allez externaliser à chaque fois une compétence en interne ou en externe, of course. C'est ça, ok, c'est ça le business model. Ouais. Okay. Ouais, non, on n'a pas prétendu être une boîte tech. Je pense qu'il y a eu un malentendu, soit on a mal expliqué ou ça a été mal perçu. Mais non, on n'est pas du tout une boîte tech. Après, ils facturent cher, hein. On est à 2500, 5000, 10 000 euros, c'est ça les tickets. En fait, c'est vous qui récupérez l'argent de l'État. Puis même, moi j'aime bien son flow, il est. Est-ce que vous avez identifié des typologies de clients qui vous permettraient de scaler, d'avoir un peu de l'IA que vous pouvez rentrer dans du conseil en fait et à la fin juste finir avec vous en tant que fiscaliste pour y arriver? Est-ce que vous avez déjà des typologies de clients? La problématique de ça, c'est qu'en fait, nous, on se base sur la personnalisation. Et que la personnalisation, c'est que même si on prend un métier, oui, on pourrait rentrer des cases dans l'IA, ça c'est ok. Mais nous, on se base sur un conseil qui s'est personnalisé. Si la personne, elle a 1 ou 2, 3 enfants, ou une situation personnelle, un enfant qui a 17 ans, enfin, il y a plein de choses qui viennent dans la personnalité des gens. Comment t'assures ta qualité sans IA, sans tech, je comprends pas. On a des experts qui font les rendez-vous. Je forme les gens à ce que j'ai appris. C'est scalable ça. Et donc du coup, ils ont 1h30 devant le client pour élaborer une stratégie. Tu es en train d'expliquer, tu es un fiscaliste qui va former des collaborateurs. Ouais. Ok, mais je n'ai toujours pas compris. Expliquez-moi. Moi j'ai très bien compris. Okay. Et attends, vas-y. Attends, j'ai toujours pas compris. S'il te plaît, ça va vous aider la question que je vais poser. Oui, voilà, moi c'est ça le. C'est pas différenciant. Le problème. Enfin, ça va vous aider ce que je vais te demander. Excusez-moi, je compris. Combien vous avez de clients aujourd'hui? 300. 300. C'est toi qui as fait tous les audits fiscaux de ces 300 clients? Quasiment. Ok, donc tu les prends, tu leur dis 1 heure, hop, on va faire ça. Ok. Ben voilà. Là, j'ai un mec qui est capable de remplir un entonnoir de clients et de leur vendre des trucs, et j'ai un mec qui est capable, à lui tout seul, de traiter 300 gars. Comme un avocat et un bon fiscaliste. Ouais. Oui, alors c'est pas ton problème. Sauf que les avocats, c'est des mecs dans des bureaux. Là, j'ai des mecs tech qui sont capables de faire rentrer des millions. Donc moi, j'aime. Moi, j'aime bien. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, c'est une prouesse que Jérôme arrive à gérer 300 clients. Par contre, là où en fait, j'y crois pas, c'est qu'à un moment donné, il ne peut pas s'extendre, il va se dupliquer, et que forcément, quand il y a un côté humain, il faut qu'il soit à la fois suffisamment bon pour former d'autres personnes, pour faire exactement la même chose que lui, et c'est pour moi là toute la limite du modèle. Donc à un moment donné, il faut arriver à trouver, de craquer en fait cette partie-là pour vraiment aller chercher la scalabilité du business en soi. Toi, j'ai l'impression que tu travailles beaucoup, du coup. À un moment donné, il va falloir aussi. On n'a que 24 heures dans une journée. Donc si vous voulez scaler et aller faire des millions, moi je suis avec vous sur le principe. Maintenant, comment tu vas standardiser ça dans la micro? Est-ce qu'avec toute votre expérience que vous avez jusqu'à présent, vous avez identifié? On commence. Aujourd'hui, on a 5 experts. Donc il y a Jérôme et 4 autres experts qui prennent les rendez-vous. On commence à avoir un profil type selon certaines activités. Combien il y en a des profils types? Là, pour l'instant, on en a identifié 5 ou 6. Ok. Est-ce que tu arrives à faire une formation par type et de leur vendre pour scaler? Moi, ce qui m'intéresse. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? On prend 38 fiscalistes comme lui, on les fout dans une pièce et puis on vend comme des fous, quoi. D'accord. Moi, je veux savoir on n'a pas dit que ça existait pas. Dans leur... Là, le jury a commencé à se battre et ils avaient des idées divergentes. Ce qui était intéressant de voir, parce que je pense que certains ont compris immédiatement et d'autres pas du tout, c'était intéressant de voir ça et les points qui étaient soulevés, surtout, parce que c'est des idées qu'on pourrait améliorer dans notre pitch, dans notre marketing. Mais le problème, il n'est pas là. On a 2 mecs super qui ont juste pas compris encore une chose, c'est que si tu mets pas un peu d'automatisation pour avoir de la qualité qui va perdurer, ça ne marchera pas. Voilà. Vous n'êtes pas les premiers à penser à ça. En fait, ce qui est dommage, c'est que je ne comprends pas à quel moment, à aucun moment donné, on se dit tiens, on va utiliser les technologies du futur pour standardiser la qualité et votre putain de cerveau qui a l'air hyper branché. Je n'étais vraiment pas d'accord avec Yann, notamment, simplement parce que dans le discours qui est tenu, c'était moi l'expert, qui a une super expertise, qui parle très bien, qui explique très bien, qui sait m'adapter aux gens, je vais pouvoir répondre à des centaines de demandes. C'est un business model qui existe depuis 56 ans. Et c'est pour ça que tu as des avocats par centaines, par milliers, et pareil pour les conseillers juridiques ou les avocats fiscalistes, peu importe. Donc en fait, il n'y a aucune invention là-dedans. La seule invention, elle est si tu comprends que tu adresses une niche, la micro-entreprise, mais que tu l'adresses aussi avec quelque chose qui va faire tout simplement durer ton expertise, faire durer ta qualité. La seule manière de le faire,
c'est en mettant d'automatisation et en s'assurant que cette qualité elle reste, parce qu'au final, si tes futurs conseillers juridiques, peu importe comment tu les appelles, donnent des conseils qui sont pas adaptés aux besoins des candidats, comment ça va fonctionner quoi? Ça marchera pas. C'est juste un business d'humain, et les business d'humains sont pas scalables. En nature. On a de la formation justement qui répond à beaucoup de questions, c'est-à-dire que les gens ils rentrent dans une plateforme, ils ont des questions. Ça c'est la standardisation. Et en fait le goulot d'étranglement, très concrètement, on est d'accord, c'est passer devant un expert pour la personnalisation. Exactement. Parce qu'une personne ne ressemble à personne d'autre. Et il y a des standards, il y a des process. Encore une fois, ça fait 7 mois qu'on est là. C'est beau ce que vous avez fait. Donc on commence juste à trouver des choses et que là notre solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de dupliquer des Jérôme. On va délibérer, les amis. Va délibérer. Okay. On va complètement délibérer. Attendez-nous un petit peu. Bouge pas d'ici. Ouais, ils avaient l'air d'être chauds quand même. Enfin, du moins, 2 personnes avaient l'air chaudes. 2, ouais. Il y en avait 2 qu'on sentait qu'ils étaient... Yann et Guillaume, ouais. Yann et Guillaume avaient l'air chauds. Enfin, ils étaient très enthousiastes en tout cas. Voilà. Après, ça peut changer avec les deux Harry, hein, mais ouais, c'était très enthousiaste. Ok, donc, les gars, juste, je commence, après je ferme ma gueule. Les mecs sont 2 clampins, ok? Ils ont fait 2,3 millions, juste, je suis d'accord, il n'y a aucune tech, aucune innovation que sur un canal d'acquisition maîtrisé avec un mec en webinaire qui convertit et derrière un gars dans un bureau. Ils ont fait 2,3 millions, ils vont faire 2,3 millions. Je pense que ces mecs, on les prend, on adapte ce qu'on sait faire maintenant depuis 10 ans en termes de marketing. Honnêtement, je ne suis pas un fou, hein. On fait 15 l'an prochain. Voilà ce que je rejoins Yann. Mais par contre, jamais pour 10%. C'est connu. T'as quelque chose à dire, Benoît? Parce que vas-y. Je redis totalement ce que j'ai dit. Ouais. J'adore les Gugus. Il y a totalement un business. Ils sont totalement décorés de la réalité sur ce qui va devoir être fait pour passer à 15 millions. Ce qui est intéressant, juste, c'est si, et à la fin, ils ont été conscients, justement, qu'il leur manquait cette passe d'automatisation et de, j'ai envie de dire, duplicabilité. On est d'accord. Et ça, s'ils sont conscients qu'il leur faut ça, s'ils sont conscients que ça vaut cher, parce que c'est Green Bull, dans ce cas-là, on peut négocier. Elle est facile, la négociation. Pour moi, c'est quoi qu'il arrive, on fera un deal à 50-50, mais je pense pas qu'on ait forcément besoin de s'associer sur. Je sais pas si on a besoin de s'associer à proprement parler sur l'entreprise. On fait juste du partenariat simple, en mode JV classique, sans se faire chier dans les statuts, etc. Parce que je sais pas s'il n'y a pas aussi une notion de. Je vais les aider. On va les aider, à structurer si on est affilié juste. Mais pas forcément l'affiliation, en mode. Il y a le risque réputationnel, c'est ça ton problème? Non, c'est juste le côté. L'intérêt de. C'est casse-gueule du juridique? J'en sais rien en fait. Tu vas consolider. C'était le plus chaud, il veut pas s'associer. Non, mais je comprends son point, je pense, c'est le point juridique. J'ai pas compris, moi. Non, sérieusement, j'ai pas compris. Point juridique? Responsabilité? Conseil fiscal? Je suis en train de réfléchir en même temps que je suis en train de vous le dire. Moi, je pense à un truc, juste pour rajouter, il y a aussi la partie média. Il y en a un qui parle d'un point de vue marketing. On peut aussi démarrer une chaîne média là-dessus pour faire du lead gen. Oui, c'est là qu'il faut. Plus, ensuite, récupérer le business. Non, mais s'il est dans la brique campus, si on le met dans la brique, parce qu'il y a deux façons de le faire. Soit on s'associe avec eux, et c'est vraiment un truc complément à part, et c'est un produit d'infoprenariat. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont sur la partie fiscale, et ça adresse beaucoup de gens. J'en parlais même avec ma petite sœur hier. Tout le monde comprend. Donc pour moi, le marché, il est énorme. On a des entrepreneurs qui savent vendre, et ils sont complémentaires. Ils ont tout ce qu'on n'a pas d'habitude. On l'a. Le mec, il pitch super bien. J'ai envie d'acheter chez lui 50 fois. Il est sympa. Donc pour moi, ils ont le green light à fond. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on les fout. Soit on fait quelque chose de stratégique avec eux, c'est-à-dire on a une nouvelle boîte et puis on la market et puis voilà, ça part. Soit on la met dans l'écosystème Green Bull Campus. Si on la met dans l'écosystème Green Bull Campus, on n'est pas sur une participation en equity, on est juste sur un partenariat simple. C'est là où il faut déterminer où est-ce qu'on la met. Moi, je garderais leur boîte et leur branding. Ok. À ce moment-là, on part sur une majorité et puis on comme d'habitude. Pour moi, c'est ça. Parce qu'en plus. C'est une majorité totale. Moi, pour moi, c'est ça. Non, parce qu'en fait, là, sinon, les gars, on est en train d'acheter des influenceurs et un expert. On propose 51%. On leur met à disposition un budget d'1 million d'euros de publicité, jusqu'à 1 million d'euros de publicité, aussi longtemps qu'ils ont des ROI positifs. On leur met à disposition toute la structure du groupe avec des bureaux. La tech. Ils ont la tech. Ils vont avoir donc les équipes tech, les médias. Ils vont avoir les médias. Ils vont avoir également toute la partie accompagnement HR et tous les faux frais que les entreprises ont au niveau des bureaux. Toutes ces choses-là vont pas les absorber. Donc eux, ils vont se transformer en entreprises qui vont faire 100% du PNL, 100% de la marge. Et pour eux, c'est un deal qui est super équitable et qui va faire un maximum de cash flow. Totalement en phase. Ils viennent d'où? On va pas demander quelle ville. Ah, je sais plus. On va qui déménage. Vas-y, on y va. Ouais. Vas-y, allez, go. Ah, voilà. On est en phase. On est en phase. Vous n'avez pas compris ce qu'ils voulaient vraiment. Sébastien Jérôme, notre verdict. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour vous l'expliquer, mais je vais vous l'expliquer dans le plus de détails possible. Premièrement, bravo. Ce que vous faites, c'est bien.
On croit en vous de la bonne façon. C'est-à-dire que acquisition, webinaire, j'ai aucun doute que tu es bon, j'ai aucun doute que tu es un ordinateur. On a bien compris. Je pense par contre que, et on pense, je parle pour tout le monde à chaque fois, que votre business plan en 2027 à 14 millions, il est ridicule, il est beaucoup trop bas. Je pense qu'avec nous, on va faire ça l'an prochain. Si on fait moins de 15 millions l'an prochain, je pense qu'on est nul. Et on pense qu'on est nul. Donc notre proposition est très simple. On propose de vous mettre toute la structure à disposition. D'abord, il faut que vous ouvriez votre cerveau. Parce que vous avez initialement demandé, c'est important. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Pour nous, vous êtes clairement un business prometteur et on est là pour vous parler de votre business. Mais en effet, comme le dit Guillaume, ouvrez votre cerveau. On vous propose de vous mettre toute la structure à disposition, c'est-à-dire nos bureaux si vous en avez besoin, nos studios si vous avez besoin de tourner ou de faire des webinaires ou de la pub, notre équipe technique, notre équipe ressources humaines, juridiques, on a tout le monde en avocat, en interne, etc. On se propose également de vous aider à scaler de la bonne façon, de mettre de la tech, de mettre de l'automatisation, etc. pour aller faire ces chiffres dès l'an prochain et bien sûr après bien plus. Je pense que le marché est énorme. On vous propose de vous mettre 1 million d'euros tout de suite dans un budget publicité uniquement, sous réserve que les ROI restent positifs bien sûr. Mais pour ça, on a besoin de s'associer avec vous. Pas à 10%. Donc on vous propose une vraie association, on vous propose 5, voire même plus associés, parce que vous allez voir que chez Green Bull on est nombreux. Mais pour ça, on vous demandera 51%. Ouais, quand ils ont dit 51%, c'est sûr que ça fait réfléchir parce que c'est notre entreprise, c'est notre bébé. Et dans ces cas-là, ça remet certaines choses en cause et on n'a pas envie de retourner dans le salariat. On s'est lancé en tant qu'entrepreneur pour être libre, pour faire ce qu'on a envie et comme on a envie. Donc ça fait réfléchir, c'est sûr, ce type de proposition. Quand ils m'ont fait la proposition à 51%, j'ai obligé d'hésiter. 51% de notre bébé qu'on a créé. On va vous laisser discuter, réfléchir, poser vos questions si vous en avez. Et si vous acceptez, vous rejoindrez l'ascenseur et le Green Bull Accelerator juste ici. Et je complète juste Yann par rapport aux 51%. Dès qu'on prend une participation majoritaire dans une société, c'est qu'on décide de devenir un associé actif. Donc ça c'est important dans n'importe quelle association. Il y a 2 éléments qui sont importants. Il y a la partie cérébrale de ce que vous apporte un associé. Donc là, Green Bull, vous avez tout de suite 5 associés avec 5 personnalités différentes et je pense que vous l'avez compris. Et la deuxième partie, c'est la partie financière. Sur la partie financière, pour nous, pour pouvoir injecter par exemple 1 million d'euros, puis même 2 millions d'euros, même 5 millions d'euros si demain vos publicités sont rentables, on a besoin d'avoir une entreprise sur laquelle on a un contrôle des flux financiers, c'est extrêmement important. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin de faire en sorte que vous deveniez une vraie entreprise au sein du groupe. On a adoré votre pitch, on a adoré votre énergie, vous avez énormément de caractéristiques qui nous plaisent, parce que généralement, souvent les entrepreneurs ne savent pas vendre, vous savez vendre, donc ça c'est super, c'est ce qui nous a plu. Et on aimerait justement faire les choses en très grand ensemble et aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Avec des chiffres, on va pousser l'ambition au prochain niveau dans le but d'accomplir quelque chose beaucoup plus rapidement que ce que vous aurez pu espérer. Et le but, c'est de faire beaucoup plus ensemble que vous aurez pu faire tout seul de votre côté. Votre réaction, les gars? À chaud. Ouais, mais c'est cool, merci pour votre partage. Déjà rien que d'être un peu challengé par Benoît, c'est bien parce que c'est aussi ça qu'on vient chercher. En réalité, on ne sait pas tout, on a des angles morts et c'est ça qu'on vient chercher. C'est une belle proposition, je pense qu'on a besoin évidemment d'y réfléchir, mais en tout cas merci pour la proposition. À quel point vous avez besoin d'y réfléchir? D'en parler avec notre associé. Ah, il est là? Ouais. On peut le faire rentrer? Parce qu'on aimerait bien avoir une réponse sur le papier, même si bien sûr il y a des discussions ensuite, il y a de la faisabilité, il y a plein de choses. Mais en tout cas, on a besoin de savoir si, de base, philosophiquement, l'histoire des 51, pour vous, c'est OK. Parce que nous, ça, c'est non négociable. On peut négocier l'argent, on peut négocier ce que vous voulez. Mais comme l'a expliqué Guillaume, on a besoin d'avoir le contrôle des flux financiers et la majorité pour le contrôle juridique de l'entreprise, tout simplement. Parce que si on y va à fond. Mais étant donné que, et 1, on ne vous connaît pas, et 2, on sait faire, les 51 seront la partie non négociable. Et j'amène une partie complémentaire également à la discussion. Chacune de nos entreprises, il y a le côté capitalistique et il y a le côté rémunération personnelle de la personne. C'est-à-dire vos rémunérations en tant que dirigeant d'entreprise, bonus, etc. sont des choses qui sont complètement séparées de la partie association. Donc ça aussi c'est important à prendre en considération. Salut, enchanté. Donc ça à prendre en considération, c'est qu'il y a donc nous, au sein du groupe, on a une rémunération en tant que salarié, on a des bonus et puis bien évidemment on a des participations au sein du groupe. Donc c'est une partie à prendre qui est importante je pense dans votre compréhension du projet. La raison pour laquelle on vous pose cette question, c'est qu'il y aura 2 choix de ça, soit le concept et la philosophie vous plaît et vous aurez l'ascenseur, soit ça vous plaît pas et à ce moment-là vous déclinez votre offre et à ce moment-là c'est l'autre direction derrière vous. Faites un petit rond, une petite réunion, allez-y. Parlez-vous. Parlez-vous. Okay.
Est-ce que vous préférez 1% de 50 millions ou 1% de 100 000? On est C'est la d'accord. question qu'on s'est toujours posée. Moi, je suis très chaud. Hein. Je le savais que ça allait vous plaire. C'est sûr que là, tu fais un challenge, je fais un massacre. Massacre. C'est un pensée. C'est très compliqué. Très compliqué. J'ai vu que là, De perdre la boîte. Il croit qu'il va former. Non, par contre, moi, j'y crois pas non plus. Hein. Je crois pas une seconde. Non, faut mettre de qu'il va y l'automatisation. avoir un plafond de verre. Un humain a 8 heures dans une journée. Et un humain, malheureusement, peut faire des erreurs. À partir du moment que ça dépend d'un seul Gugus qui a été formé, qui a 20 ans d'expérience, j'ai un problème de duplicabilité et de scalabilité. Après, on n'aura pas tous les jours des offres comme ça. Ouais, non mais ouais, c'est clair. Est-ce que je suis prêt à payer le prix de ma liberté? Après, le prix de la liberté, ça peut peut-être se négocier sur un tweet. Ouais. L'opportunité d'une vie. Le plus important, c'est d'avoir vu passer le train un jour. Le TGV est prêt à partir? Je pense qu'on y arrivera, c'est juste que ça nous prendra clairement du temps. On vous rappelle 10 ans. Mais eux, dans un an, c'est plié. On plie les games. Qu'est-ce qu'on veut? On veut plier le game ou pas? Si tu le sens pas, on fait pas. Je vais vous concurrencer sinon. Pardon. En reparlant avec les associés, force est de constater qu'on peut aller plus loin, on peut aller plus haut, on peut aller plus vite avec eux. Ça a été une grande hésitation, c'est certain. On avait chacun nos objectifs différents aussi quand on a constitué notre société. Et donc on a essayé de rejoindre tous les bouts pour avoir une décision commune. C'est une décision qui est vraiment difficile dans le sens, c'est des 51% comme vous pouvez le savoir. C'est évidemment, c'est un peu notre bébé qu'on a créé et on sait là dans les chiffres des 14 millions, on sait qu'on va les faire. On ne sait pas comment on ne pourrait pas les faire en fait. Et on a été super conservateur sur ces chiffres justement pour vous présenter des chiffres qui sont réalistes. Pas on aurait pu rajouter des zéros et vous faire rêver. Là on pense que c'est un plan qui est vraiment sûr. Maintenant la question elle est juste, c'est est-ce qu'on va le faire l'année prochaine ou peut-être le faire en 2-3 ans. La question derrière ça c'est ce qu'on voit, du moins ce qui revient, c'est perdre notre liberté. Sous une certaine forme, c'est voilà, vous êtes majoritaire et on perd une certaine forme de liberté. Et est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Alors je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question-là. La première, aujourd'hui, déjà, tu n'es pas libre parce que tu n'as pas la majorité de ton capital et vous êtes associés déjà. Nous aussi, aucun d'entre nous est majoritaire et on est déjà en démocratie. Donc la question de la liberté, vous ne la perdez pas. Vous êtes dans une association, au Green Bull, c'est Together We Achieve More. Et on a souvent l'habitude justement de cette réponse-là où je peux comprendre, ça fait peur et c'est normal les gars. Okay, mais c'est pas ça la vraie question. Est-ce que vous allez faire du chiffre d'affaires? Est-ce que vous allez faire du PNL? Pas de question par rapport à ça. Par contre, il y a plein de choses qui vont être challengées, et je ne suis pas rentré dans le détail comme Benoît, mais que vous allez devoir adresser, notamment sur la scalabilité de votre modèle, notamment sur tous les frais qui vont être engagés au niveau structurel pour faire en sorte de faire grossir votre bateau, et plein de choses qu'on connaît déjà. Ce business, on le connaît par cœur, et c'est très facile pour nous, même ne serait-ce qu'avec l'influence et l'autorité du groupe, et surtout avec Yann, qui demain pousse, de venir faire des chiffres qui sont beaucoup plus gros. On est un très bon associé pour vous. Maintenant, sur la partie, en effet, est-ce que vous perdez une partie de liberté? Dans un sens, oui, parce que vous avez plus d'associés. Donc, si vous ne voulez pas plus d'associés, en effet, ça ne sert à rien qu'on discute. Mais nous, on est là justement pour vous aider à faire beaucoup plus de chiffres. Et vous êtes aussi sur un timing où, en effet, il y a une opportunité à prendre un créneau. Et il faut taper fort et il faut faire du cash tant qu'il est possible de faire du cash. Et ça, aujourd'hui, l'opportunité, elle s'offre maintenant, elle ne s'offre pas demain. Et pour ça, vous avez besoin de rapidité, vous avez besoin de fonds, vous avez besoin de structuration, vous avez besoin d'intelligence pour pouvoir aller plus vite. Donc nous, on vous propose de faire quelque chose dans lequel on va vous aider à grossir un gâteau beaucoup plus gros, beaucoup plus vite. Maintenant, en effet, si vous êtes convaincu, et c'est normal, que vous allez pouvoir y arriver seul, faites-le et c'est votre décision. En tout cas, si vous voulez le faire avec nous, on est là pour vous y aider. Et pas en mettant un étant de contrainte. On n'a jamais, si vous regardez bien l'histoire de Green Bull et toutes les sociétés, on n'a aucune des sociétés dans lesquelles vous parlerez avec un de nos associés où aujourd'hui on a une contrainte et on n'est pas un bon associé. On est toujours un accélérateur, c'est pour ça qu'on s'appelle Green Bull Accélérateur. Et encore une fois, il n'y a rien qui demain fera en sorte que si jamais vous n'êtes pas content avec l'association, on va continuer cette association-là. On va arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour vous brider, on est là pour faire en sorte qu'on fasse plus d'argent ensemble. Quand Guillaume a commencé à expliquer, moi c'est à ce moment-là où j'ai été closé. Il a soulevé mes doutes et il a montré clairement les points où il pouvait nous aider et je pense qu'on avait besoin d'entendre ça, du moins moi j'avais besoin d'entendre ça pour y voir plus clair et prendre une décision éclairée. Et on n'achète pas des salariés, hein. On va à aucun moment vous dire quoi faire. On achète des associés et on travaille ensemble, c'est très différent. Vous savez la variable qui ne changera pas, après on est capable de discuter énormément de choses, mais en tout cas sur cette variable on a besoin de votre réponse. Il y aura des salaires et des bonus, c'est des choses qui sont différentes en interne, et le contrôle, ça on en parlera, mais juste on a besoin de comprendre si sur le principe vous êtes oui ou non, juste pour pouvoir tourner la scène qui va suivre après. Bon, on va faire simple. Je leur explique quand même qu'on On vous écoute. On accepte la proposition. Allez messieurs,
Venez. Allez, go. Bravo. Plaisir. Bienvenue. Bonne décision. Vous n'êtes pas encore conscient Et de on ce que va vous avez bien fait sûr dans l'ascenseur Dans le bon après. sens. Bravo les gars. Merci les gars. Hâte de bosser avec vous. On va se parler juste après. Allez, bonne décision. Bienvenue dans la famille. On vous laisse rejoindre l'ascenseur. On a accepté l'offre après un long débat. L'offre nous paraissait acceptable, mais aussi on a fait un business plan et on savait qu'on allait arriver à ce business plan. Et qu'est-ce que l'offre nous apporte? C'est de la rapidité et de la sécurité pour arriver à nos objectifs. Si on continue comme ça, à midi. Voilà. Sans alléger. On n'attendait rien et maintenant on a tout. Bon les gars, moi j'ai pas eu le temps de tout parler parce que comme vous l'avez vu, mes associés parlent beaucoup plus que moi. Il y a un truc que vous réalisez pas, c'est que là vous êtes en mode ouais l'associé, la boîte, mais tous les additionnels qu'il va y avoir, c'est-à-dire toutes les opportunités d'investissement, de business, d'autres rencontres que vous allez faire et tout, c'est ça le business. On est jeunes, là c'est une aventure humaine qui va beaucoup plus loin. Et ça se compte pas, ça. Ouais. Ça vous pouvez pas le voir. C'est 1 + 1 égale 150, pas 1 + 1 égale potentiellement à machin, etc. Bon spirit. Enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous êtes chaud? Ah ouais, on est chaud. On est chaud. Par déménager peut-être. Et si jamais une demande de venir vous installer dans le 06, vous faites? Ça va être compliqué. Alors, on est tous les deux supporters du Paris Saint-Germain. C'est compliqué d'être à côté de Marseille. On n'est pas très loin, on est qu'à 3 heures de route. Moi, je suis un peu plus loin, donc ça serait plus compliqué. Je peux avoir un test oreillette s'il vous plaît parce que je l'ai replacé un peu autrement pour entendre mieux. Ça va, elle sort pas trop parce que je l'ai un peu décollé. Tu t'en fous de ce que je te dis? D'accord. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Elie, j'ai 30 ans, je viens de Bordeaux et aujourd'hui on vient pour demander un accompagnement sur notre projet. Bonjour, donc je m'appelle Hugo Lerouf, pareil je viens de Bordeaux, on est amis avec Elie depuis maintenant 10 ans et on vient se présenter devant Yann et ses associés pour présenter notre projet de plateforme de contenu. Alors du coup, tu penses qu'ils vont s'en sortir comment tes collègues là? Je pense qu'ils vont bien s'en sortir, ils sont bien entraînés depuis hier. Ouais. Donc ouais, je suis confiant. Ouais, full confiance en eux. Oui, il faut. Hop, ouais, ça fait un peu bizarre comme interview, mais là du coup, le stress, on est comment par rapport à tout à l'heure? Ouais, on est au max là. On a monté un step, ouais. Et on n'est pas encore au max. Ouais, sur ça, oui. Merci, bon courage. Et bonjour. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. Bienvenue messieurs. Quels sont vos prénoms? Elie. Hugo. Elie, Hugo. Bienvenue dans Business ou Talent. Vous avez 1 minute pour nous pitcher. Soyez concis, clairs. N'oubliez pas à la fin de nous repréciser ce que vous êtes venu chercher. Et ensuite, on est parti pour les questions-réponses. Ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Elie, j'ai 30 ans et aujourd'hui je suis venu accompagné de mon associé Hugo pour vous parler d'envie, d'espoir et de rêve. Qui a jamais rêvé d'avoir un maillot de son joueur préféré, d'un livre annoté de son auteur favori ou bien même un objet personnel appartenant à une star qu'il admire? Aujourd'hui, vous avez la possibilité en tant que fan d'acheter du contenu exclusif numérique, mais vous n'avez pas de lien tangible auprès de vos créateurs ou de vos stars. Aujourd'hui, avec Bloor, vous aurez la possibilité d'acheter du contenu exclusif et numérique, mais également des objets personnels authentifiés appartenant à votre idole. Notre business économique est plutôt simple, une commission de 20% par chaque vente. Pour l'année 2026, on estime un volume d'affaires d'1 million. Pour cela, 300 créateurs actifs, 30 ventes avec un panier moyen de 11 €. Aujourd'hui, on est ici pour vous demander de l'accompagnement marketing afin de promouvoir notre plateforme et ainsi ouvrir votre carnet de contacts afin d'embarquer nos premiers ambassadeurs de la plateforme. On vous propose 15% de notre société contre 150 000 € afin d'être rentable aujourd'hui et pas dans 20 ans. Ok, merci les gars. C'est Blur ou Blurme? C'est Bloor, mais Bloor.me. C'est des produits digitaux ou produits physiques? Les deux. Ok. C'est une première dans les plateformes de monétisation. On va intégrer la partie exclusif numérique, contenu digital, ainsi que la partie physique. Donc tout type d'objet physique qu'une star ou une idole peut avoir à vendre. Mais ça n'existe pas déjà ça? Aujourd'hui, dans les plateformes de monétisation, non. Surtout, nous, ce qu'on va apporter en plus, c'est qu'on va apporter l'authentification de chaque créateur et surtout l'authenticité de chaque objet qui seront vendus. Ça veut dire qu'on ne sera pas floué par éventuellement Comment, une personne. blockchainisé ou... En fait, on va avoir chaque créateur qui créera un compte sur notre plateforme sera authentifié avec une authentification KYC, que ce soit l'agent ou la star. Et ça nous permettra donc de certifier que c'est bien la star ou l'idole ou le sportif qui vend l'objet et pas un escroc. Je suis embêté parce que quand on a reçu le pitch, il y a la fonctionnalité, pour moi en tout cas, comme extérieurement, principale, qui était le nom de la plateforme. Blurme, qui veut dire, j'imagine, floutez-moi.
Et donc le principe, c'était d'avoir une photo floutée et de payer pour la déflouter, pour la débloquer. C'est en effet une des fonctionnalités principales de l'outil. Ouais, moi je la trouve incroyable cette fonctionnalité. Et je pense que, tu sais, quand tu lances un truc, il faut commencer par quelque part. Et là, j'ai l'impression que vous voulez déjà faire de l'upsell avec du produit physique, ce qui est intelligent. Mais le truc de, ok, je t'envoie un lien. Je suis un ami, un sportif, une star, où on pense bien sûr aussi au milieu érotique, etc. Bien sûr, parce qu'on connaît, on imagine tout de suite vos concurrents. Je reçois un lien, c'est flou, je paye et je défloute. Immédiat, go-to-market, pas d'inscription, pas de compte, rien, un lien. Oui, exactement. Et cette fonctionnalité, moi, j'y crois énormément. Mais est-ce que cette fonctionnalité, elle est testée ? Elle fonctionne? Est-ce qu'il faut créer un compte? Est-ce que je débloque tout de suite? Aujourd'hui, justement, cette fonctionnalité est opérationnelle. Elle est prête à être utilisée, justement. Et le deuxième point qu'on voulait apporter sur l'objet physique, c'est justement dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme est prête au lancement, prêt à starter. Il nous manque juste le côté marketing pour pouvoir la promouvoir. Mais sur cette fonctionnalité, tout est opérationnel aujourd'hui. Mais attends, les concurrents en 2 secondes, ils peuvent créer la même fonctionnalité. Moi, c'est ce qui m'inquiète dans votre business model. Ouais, bien sûr. Surtout qu'il y a un double problème. C'est qu'en 3 secondes et demie, je suis allé sur Internet, j'ai mis Blur, peu importe avec l'accent, et je suis tombé sur votre concurrent, qui en est un ou pas, peu importe, avec un seul U, qui permet notamment directement au modèle OnlyFans, donc modèle érotique, de flouer leur image pour pouvoir avoir une activité sans mettre leur gueule, en tout cas face cam. Donc je me dis, j'ai l'impression d'avoir le Wish, là, tu vois, j'ai la version 2. Bien sûr, mais en fait... C'est bête, c'est comme si Facebook, tu vois, je rajoute un deuxième O, quoi. Ah waouh. Non mais... Oui. Change. Non, mais oui. Parce que je suis allé ce matin. Oui, bien sûr. Ça m'emmerde parce que je me suis dit, putain, c'est incroyable. En effet, ce concurrent qui a un nom identique au nôtre, presque identique au nôtre, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Mais on est toujours disposé à changer de nom et à trouver un nom qui pourrait s'apparenter à toujours notre business, mais qui ne porte pas préjudice en fait à cette ombre que pourrait nous porter ce concurrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a déjà pensé à demain et on a également ajouté cette fonctionnalité d'objets physiques en plus. C'est pour ça qu'on a, en effet, au début, on était bien parti sur la partie blur, la partie floutage de contenu, et en plus, on s'est dit que ça rejoignait totalement en fait, cette fonctionnalité qui est le partage d'outils, d'objets appartenus à une star ou à un idole ou à un sportif. Ouais, c'est dommage. Moi, j'ai l'impression que vous pivotez alors que votre truc n'est pas encore lancé. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité, il y a les autres qui peuvent le faire, vas-y, on pivote, on fait aussi les objets physiques. C'est un des avantages qu'on a, c'est qu'on est agile, on n'est pas encore parti. Joué, bravo. On peut pivoter, on fait un POC, ça marche pas, enfin on y va. Donc, mais on a quand même l'idée de base. C'est la bonne façon de faire les choses. Qui est donc un marché qui est très gros. Ça, on y croit au marché. Donc on vient prendre notre part. Yann consomme. Et on pense déjà à demain. Et donc, Du coup, le succès de votre entreprise va être basé aussi sur l'acquisition de ces athlètes, ces sportifs, ces mannequins. Où vous en êtes dans votre développement commercial avec ces partenariats? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une longueur d'avance par rapport à d'autres, ou vous démarrez et c'est un wish que vous avez pour le moment? Parce que si vous avez déjà des réseaux établis, où vous savez qu'il y a déjà des créateurs de contenu qui sont en train d'arriver, ça va aller plus vite. On a déjà ciblé nos ambassadeurs potentiels. On les a pas encore démarchés parce que la plateforme n'était pas prête à ce jour. Aujourd'hui, elle l'est. Donc on va pouvoir starter vraiment dès à présent. Okay. Et comment comptez gérer toute la logistique des objets physiques? On va faire simple, ça va être un petit peu comme on a sur des plateformes comme Le Bon Coin ou des Vinted. Ça va directement le créateur ou l'agent ou l'agence qui gère le sportif ou le créateur d'envoyer l'objet à la personne, donc avec une vérification photo ou vidéo sur commande. On ne va pas gérer nous-mêmes en interne les stocks des objets. Il y a une plateforme qui fait ça très bien déjà, pour information, avec les sportifs, etc. C'est quoi votre parcours, les gars? Je bifurque totalement de votre business. Vous venez d'où? Vous avez fait quoi avant? Moi, du coup, j'ai un profil informatique également. Aujourd'hui, je suis responsable d'une infrastructure informatique. Immobilier également. Ouais. Pas mal d'immobilier, du coup, grâce aux formations. Toi, t'es le dev derrière le truc? Et non, c'est à gauche. C'est Hugo, exactement. Toi, t'es le marketing? Pile, voilà. Vous êtes combien d'associés? 3. C'est votre première expérience entrepreneuriale? Non, c'est pas la première. On a fait d'autres business, également Hugo aussi. Vous avez échoué? Non. Non, moi j'ai lancé une plateforme de signature électronique il y a maintenant 3 ans qui s'appelle YouGoSign. Et donc j'ai déjà un bagage entrepreneurial. Mais juste sur la partie marketing, parce que bon, j'imagine que c'est la demande aussi. Toi, tu dis que tu as fait de l'informatique et de l'immobilier.
mais que c'est toi qui t'occupes de la partie marketing. Mais est-ce que dans l'équipe, là, à l'heure actuelle, il y a une vraie personne qui a de l'expérience en marketing et qui... Non, aujourd'hui c'est vraiment surtout pour le côté marketing. Et du coup, je rebondis un peu sur ma propre question, sur la première question du début, en termes d'acquisition et du coup de la pénétration du marché. Là, en gros, vous ciblez à peu près 300 créateurs, 10 000 utilisateurs. Et le budget que vous avez alloué à ça, c'est à peu près combien? Pour l'instant, on n'a pas alloué de budget sur cette création-là. On va... Du coup, sur les 150 000, du coup, c'est quoi la répartition? Par rapport aux 150, pardon, excusez-moi. Quoi, allocation? Oui, allocation, on va à 45% marketing. Il va y avoir du juridique. Le contenu adulte est assez spécifique, où il faut vraiment traiter les choses correctement. La partie infrastructure, pour pouvoir scaler. Dès qu'il y aura des communications, des connexions, il va falloir augmenter nos infrastructures. La partie trésorerie pour assurer tout imprévu. Et on est bon. Moi, ça me semble quand même très compliqué votre histoire, parce que même si vous allez sur la partie contenu adulte, comme tu l'as mentionné, qui est derrière un peu l'objectif, j'ai l'impression, le OnlyFans, qui est quand même l'une des plateformes qui fait ça aujourd'hui, pour eux, si demain, imaginons que ça marche un peu votre fonctionnalité, c'est très simple pour eux de la lancer. En effet, moi j'aimais bien l'idée de Yann qui disait que éventuellement il y a cette notion de j'envoie un lien, je peux payer instantanément, il n'y a pas besoin de créer un compte, et puis directement j'ai accès au contenu payant. Du coup, ça permettrait d'élargir un petit peu le nombre de potentiels utilisateurs. Mais à côté de ça, sur le modèle économique tel que vous l'avez mis en place là, c'est dur ce genre de boîte à faire partir aujourd'hui, surtout avec le budget que vous avez mis en face pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire il faut 150 000 € sur 45% en marketing pour avoir 10 000 utilisateurs, ça ne sera pas suffisant. On n'y arrivera pas. Pour Blur, en fait, je pense que c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont, et notamment quand ils créent des plateformes, c'est qu'en fait, ils sous-estiment totalement le budget marketing qu'il faut, surtout quand on fait de la marketplace. Et en fait, 25 000 € de budget marketing, c'est complètement, on va dire, dérisoire par rapport à ce qu'il faudrait réellement. Donc, je pense qu'il faudrait 10 fois, voire 20 fois plus, pour justement arriver à un seuil critique d'utilisateurs et de créateurs et faire matcher l'offre et la demande. On va délibérer. Ouais, pour moi, attends, je vais juste ajouter une chose. Non. Si demain tu viens avec, t'as signé Ronaldinho, t'as signé Ronaldo, whatever, quelqu'un qui est connu, c'est pas le même pitch. Tu viens déjà avec, pour moi, ton gros focus c'est de trouver quelqu'un qui est déjà en haut, pour pouvoir embarquer d'autres personnes avec toi. J'ai d'autres sujets à voir avec vous. Bon, pour le coup, le pitch s'est plutôt bien passé, je pense, dans l'ensemble. J'ai pu dire tout ce que j'avais prévu de dire. Ils ont des interrogations, je pense, sur le projet, ce qui est normal. Malgré tout, nous, on y croit. Donc, même si aujourd'hui, ils vont pas nous accompagner, que ce soit sur l'accompagnement ou sur du financement, on ira quand même au bout. Et puis, on a la compétence, donc on ira jusqu'au bout, on se cassera les dents, mais tant pis, c'est un exercice et on est prêt à le faire. Ok, les gars, vous dites quoi? Business, talent? Pas business. Ouais, non, pas business. Pas business, on est d'accord. Talent, ouais. J'ai kiffé les mecs. Ouais. Moi aussi, je pense que c'est des talents. Après, comment est-ce qu'on peut les utiliser? C'est une autre question. Et on en parlait en off. C'est qu'on a rencontré c'est un an avec l'émission, des gens qui développent une plateforme concurrente d'OnlyFans en mode Netflix. Hier. Je t'en ai parlé aussi. Ouais. Oui, d'accord. Et tu vois, via notre réseau, je pense qu'on peut faire des ponts avec d'autres porteurs de projets. Oui. Parce que c'est des entrepreneurs, ils ont le courage de venir et je trouve qu'ils ont des bonnes réponses. Ces mecs-là, ils cherchent des devs, ils cherchent du marketing, etc. En fait, le problème, c'est que les deux, je pense qu'ils ont des bons devs, les deux projets, mais les deux, ils sont nuls en market. Genre vraiment. Ok. Genre, c'est les deux points faibles. Est-ce qu'ils sont devs eux-mêmes? Non. Il n'y a pas de dev par contre effectivement. Donc c'est des CEO qui sont à la fois mauvais en market, mauvais en commercial, mauvais en IT. Il faut qu'on les fasse rencontrer, tu vois. Oui, complètement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un peu une vision différente avec des fonctionnalités qui peuvent matcher. Et je pense que avec ce qu'on fait sur Média et les créateurs, je pense qu'on peut avoir un bon POC pour ce qu'ils veulent proposer, quoi. Ok. Donc l'idée, si je synthétise, c'est de dire ok, on croit en vous en tant que talent, pas avec la boîte comme vous l'avez. On a dans notre réseau une boîte qui fait la même chose, qui est vraiment proche en termes de vertical. Et plus évolué aussi. Plus évolué. Avec déjà des créateurs, déjà des utilisateurs. Avec déjà des utilisateurs. Ce qui vous manque, on vous propose de... Mais c'est quoi le... What's in it for us, quoi. Ouais, pour eux. Ils vont être beaucoup. C'est déjà des... Enfin, je vois mal le... Parce que les autres sont ouverts à s'associer. Et peut-être que... Ils sont déjà 3. Mais ce qui leur manque, c'est le market et la... Non, eux, ce qui leur manque, c'est un projet. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en démo. Eux, ils sont en démo. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que c'est un problème. Pourquoi on leur propose pas juste talent et on dit, ok, là, votre business, on n'y croit pas, on vous propose talent. Et on propose talent. On leur dit d'aller voir les autres parce que les autres ensemble, s'il faut, ça va faire un projet qui prend du sens. Mais les autres, on va les gérer, les autres? On fait leur pub ou pas? Là, c'est ce qui est convenu, c'est d'essayer de faire déjà... En fait, ils veulent réfléchir à un concept média
dans les studios, où en fait ils vont tourner un peu le côté, ils mettent quelqu'un du porno en gros contre une féministe et machin. Et en fait ils vont créer pas mal de contenu et autour de ça quoi. Smart. Et est-ce qu'on gère leur marketing avec OneLab? Bah ouais, c'est moi ce que je leur ai proposé. En gros, on vous gère toute la partie market. Donc ça fait du sens. On leur gérerait la partie market plus le contenu. On les garde dans le radar. Et dès qu'on sent que c'est le bon moment, on se reparle. Oui, il y a un sujet timing. Là. Bon, messieurs. Le verdict, après une énorme délibération, on pense que vous êtes des talents et on est d'accord là-dessus. Par contre, on a du mal à se positionner avec vous, étant donné qu'on ne vous connaît pas assez, étant donné qu'au niveau business, c'est un manque de maturité, mais ce qui nous a plu, et ça pour le coup à l'unanimité, c'est que vous avez un côté très on y va, limite on y va, on réfléchira après, et limite si l'idée qu'on a, elle marche pas, on va pivoter, et puis on s'en fout, on est jeune, on y va quoi. Moi j'aime ça, et je pense qu'on aime un peu tous ça. Donc, l'offre qu'on voudrait vous faire en termes de talent, et après je laisserai aussi parler mes acolytes, étant donné que voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire. On a dans nos clients et futurs clients une plateforme qui est votre concurrente directe. Okay. Sauf qu'elle est plus avancée, qu'elle a déjà des clients, qu'elle a déjà des créateurs, qu'elle fait déjà du chiffre d'affaires. Okay. Cette plateforme, on va la gérer au niveau marketing et également la gérer dans nos studios pour produire du contenu, etc. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en relation avec eux et éventuellement de travailler ensemble, sous réserve bien sûr qu'il se passe plein de choses, mais en tout cas d'unir vos forces avec eux dans un projet qui fait déjà du sens et qui a déjà des clients, du chiffre d'affaires, etc. plutôt que votre projet auquel, pour le coup, on ne croit pas. Ok. Je laisse parler mes acolytes s'ils veulent, et puis après, on prendra votre réaction. Et si ça vous tente, vous pourrez rentrer dans ce magnifique ascenseur pour rejoindre Green Bull. Donc je pars en premier, pour éviter qu'il parle. On vous propose en gros de rencontrer des entrepreneurs qui ont des compétences différentes des vôtres. Vous allez pouvoir être complémentaires sur un marché qui est à peu près le même, où je pense réellement qu'il y a quelque chose, en tout cas, à discuter et potentiellement à s'associer pour faire un truc plus gros, où chacun va être là où il est bon et où en plus Green Bull vous aura dans le viseur. T'as rien à dire d'autre? Moi, ça va être très simple. Vu que je ne suis pas du tout au courant de ces gens-là, je ne peux pas juger. Par contre, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, vous êtes des talents. Et il faut aussi que ça se matérialise par d'autres rendez-vous et qu'on voit ce qui se passe. Mais ils ont plus d'informations que moi, donc je les ai laissés avancer. Merci pour ton intervention. Guillaume, t'es content? Je suis très content et je pense que ce qui est juste important à retenir dans le côté talent, c'est que Yann l'a très bien expliqué, vous avez pour moi quelque chose qui est important pour un entrepreneur, c'est votre capacité à vouloir pivoter et à pivoter. Et je pense que ça c'est essentiel pour un entrepreneur, c'est pas de s'entêter sur quelque chose, potentiellement il n'y aura pas la chose, mais vous avez justement ce drive là. Et nous c'est ça qui nous intéresse chez vous, c'est ça votre X-Factor, et ça qu'on aimerait justement travailler avec vous, c'est-à-dire on n'a pas encore, là où on se disputait derrière, c'est juste qu'on n'était pas clair sur le how-to, donc là il y a une première piste, est-ce que ça sera celle-ci ou une autre, c'est pas très grave. L'idée pour nous c'est juste d'engager quelque chose de plus important avec vous dans le but de vous identifier comme talent et avoir l'opportunité d'avoir de futures discussions avec vous si vous le souhaitez. Voilà, en gros, c'est ça le message. Qu'est-ce que vous pensez de ça en une minute et quelle est votre décision? Moi, je suis d'accord. Je trouve ce que vous avez dit, surtout sur l'union fait la force. C'est également votre slogan, Together we achieve more. Je suis d'accord avec Ellie, je pense que c'est une super opportunité. En effet, c'est peut-être pas forcément la bonne idée ou alors pas dans le modèle comme on vous l'a présenté. Donc, si on peut être aidé sur ces choix-là et puis avancer tous ensemble, feu. Quand ils ont proposé Talent, en effet, j'ai un petit peu hésité, mais c'est également pour ça que j'étais là. Moi, je pense que je suis un crafter, je suis quelqu'un qui génère et qui crée. Peut-être que l'idée aujourd'hui n'est pas la bonne, ou du moins pas dans la forme dans laquelle on l'a présentée, mais je suis quand même d'accord avec eux. Aujourd'hui, moi, j'ai ce mindset de création. Donc je suis prêt à les suivre dans un autre business s'il faut et trouver la bonne voie. Bah, c'est l'idée, c'est qu'on fasse mieux, plus rapidement. En tout cas, vous avez la bonne attitude, les gars. Donc Ellie, Hugo, si vous êtes chaud, que vous voulez nous rejoindre, on vous laisse rejoindre l'ascenseur. Allez, merci. Ciao les gars, merci à vous. Content? Oui, on est content. Je suis content. Je suis très content. Je suis talent content. T'es content, talent? Je suis content. Je suis très content. Non, on est très content honnêtement de pouvoir être passé en tant que talent. Nous, à la base, on est venu pour chercher de l'accompagnement. C'est ce qui est proposé, d'avoir des idées supplémentaires, des conseils et on est là pour ça justement. Maintenant qu'on a rejoint Green Bull, on va aller 2 fois plus vite encore. On va pouvoir aller récupérer des personnes très connues comme des personnes peu connues. Et aujourd'hui, le but c'est d'aller 2 fois plus vite pour pouvoir scaler notre business. C'est top les gars. Merci les gars. Bravo les gars. Vous avoir un petit peu chicoté. On est là pour ça. C'était cool. Merci beaucoup. Merci. On a reçu une super proposition de la part de Yann et ses associés, donc on va voir comment ça évolue. En tout cas, on est super content d'être passé et puis d'être accompagné par Yann et ses associés. Bonjour.
Moi c'est Stéphane, je représente Colytics. Notre ambition c'est de capter une part significative du marché de l'alternative data pour les gérants d'actifs et les fonds d'investissement. Donc c'est de la data, c'est de l'intelligence artificielle et l'idée c'est de faire de l'analyse de sentiments des influenceurs crypto qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un service B2B. On est prêts nous les amis. Maud, on peut juste avoir les cafés s'il vous plaît. Le thé? Ouais, je me pèle les couilles. Il est où mon thé? Tu rentres, n'oublie pas de fermer la porte. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après, tu vas sur ta marque comme tout à l'heure. Ok. Allez, super. Merci. Tu peux rentrer dans la boîte. Ça marche. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Quel est votre nom? Je suis Stéphane. Stéphane, bienvenue dans Business ou Talent. On va vous laisser pitcher en 1 minute, essayez de tenir le timing et ensuite rappelez-nous ce que vous venez chercher, votre offre, et puis on part sur une question-réponse. Je viens vous parler du projet Colytics. Chez Colytics, nous voulons capter une part significative du marché de l'alternative data pour les gérants d'actifs et les fonds d'investissement. Un marché de 2,5 milliards qui double tous les 2 à 3 ans à l'échelle mondiale. Notre niche, c'est l'analyse de sentiments des influenceurs crypto qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Notre solution d'intelligence artificielle analysera tous leurs tweets, leurs blogs et leurs vidéos à la recherche de sentiments bullish, bearish ou neutres sur les différents actifs. Sentiments que nous livrerons sous forme de flux de données aux équipes quant et aux outils d'analyse des investisseurs institutionnels, hedge funds, family office, qui se positionnent sur les marchés crypto. Alors aujourd'hui, j'ai une preuve de concept fonctionnelle et qui me sert à échanger avec l'écosystème. Je suis à la recherche de l'équipe technique, de génie, qui consolidera notre avantage concurrentiel, fait de technologie et de data. Je vous propose de surfer sur une vague au confluent de la crypto et de l'intelligence artificielle en finançant Colytics à hauteur de 300 000 € pour 8%. Ok, merci. Donc l'idée c'est de faire du data mining de tous les KOL, donc les Key Opinion Leaders, donc les influenceurs globalement, ouais, tout à fait, au sens large, sur la crypto pour donner ça aux fonds d'investissement, banques, hedge funds, pour sonder le marché. Ma première question c'est pourquoi est-ce qu'un investisseur institutionnel, hedge fund typiquement, écouterait un YouTuber et son avis sur la crypto. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est qu'aucun hedge fund n'en a rien à carrer de ce que pensent les influenceurs crypto. C'est pas que les influenceurs crypto ont pas aucun effet sur le marché, ils en ont un, mais sur des toutes petites market cap, facilement manipulables, etc., c'est typiquement l'opposé des classes d'actifs sur lesquelles investissent les hedge funds, les banques, etc., les fonds d'investissement, les family office. Ils investissent sur quelque chose qui est sûr, pas trop volatile, donc typiquement Bitcoin et les majeurs, et pas la toute petite crypto en tête de singe. Donc il y a une inadéquation entre le produit et la demande. Les investisseurs sont à la recherche des tendances et veulent être en avance sur celles-ci. Les influenceurs créent des tendances. Donc pour toi, les influenceurs aujourd'hui influencent le marché des crypto-monnaies? Oui, le marché des crypto-monnaies est l'un des plus influencés par les influenceurs. En fait, tous les marchés sont potentiellement influencés par ce qui se dit, mais la foule impacte davantage les marchés crypto. Ils sont beaucoup plus volatiles, sont beaucoup moins volumineux et donc beaucoup plus sujets aux mouvements de foule qui sont notamment provoqués par les influenceurs. Pour différentes raisons, on peut parler du fond, mais là c'est pas l'idée. Enfin en tout cas ça n'est pas mon idée. L'idée c'est de capter en fait ces signaux pour les servir à des professionnels. Alors c'est là que se trouve le plus gros du business, mais en réalité une première marche serait de créer une marque, d'accord ? Donc créer la marque, faire vivre la marque sur un marché d'investisseurs retail à travers des widgets qui seraient sur des sites d'audience, des sites spécialisés, sur les sites d'exchange. Et à partir de cette marque, en fait, séduire le B2B. En fait, c'est un projet très B2B, mais qui peut avoir des racines B2C. Moi, j'ai juste un problème avec ton idée, je pense qu'il n'y a pas de marché. Si ton marché, c'est le B2B, je pense que les hedge funds, ils ont déjà leurs propres outils. Et ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, ils s'en foutent de la vie des influenceurs. Totalement. Parce qu'aujourd'hui, le marché est... Beaucoup de respect pour mon associé Yann Darwin. Non, mais je suis 100% d'accord. Tu n'influes pas sur le marché. Je pense que son influence sur le marché est très limitée malgré tout, voire quasi nulle.
Sur les plus sur les instits. Je pense qu'à aucun moment, c'est dans leur process de décision, à quelconque moment, ça fait partie d'une équation. Et du coup, tu réponds pas à une douleur. Parce que si ton but, c'est de choper ça pour aller en faire un business, tu réponds à aucun problème dans le sens où c'est pas un problème pour eux. Du coup, c'est les éléments, on va dire, sur la partie business. Après, l'autre problème que j'ai, la partie financière, ta valo, on va pas rentrer là-dedans, mais tu demandes 8% pour 3,7 millions, sachant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien. C'est compliqué. Et puis surtout, il te manque le point principal de ton projet, à supposer qu'il aurait existé, c'est la partie technique. C'est-à-dire t'as pas le truc technique qui est le plus dur dans ce genre de projet, qui est, comme tu l'as dit, c'est le génie, l'intelligence de toute la partie technologique pour mettre en place ce que tu es en train de vouloir faire pour que ça puisse exister. Donc pour toutes ces raisons-là, me concernant, sans prendre la parole pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est compliqué pour nous de pouvoir se positionner sur un projet comme celui-ci. J'ai pas trouvé que c'était un super pitch, et je pense pas qu'il y ait de marché, comme je l'ai expliqué pendant l'interview. Je pense que l'idée, elle est à approfondir, et il faut faire attention dans ce type de projet, de pas avoir des convictions trop élevées, parce qu'on s'embarque dans quelque chose qui n'a pas forcément de sens, et c'est bien d'avoir des confirmations de marché avec des ventes ou des choses un peu plus concrètes qui permettent de dire ça me fait du sens de continuer le projet. Quand Guillaume m'a mis la pression en disant « tu n'as pas de marché », je pense qu'il voulait dire « tu n'as pas trouvé ton marché ». Et là, bien sûr qu'il ne se trompe pas, puisque je n'aurais prouvé que j'ai trouvé mon marché qu'après la première vente. Et pour compléter sur le retail, pour moi, tu seras juste un autre indicateur. Juste avant, Stéphane, parce qu'on va très dans le détail là, tu viens d'où? Tu fais quoi? Parce que justement, Guillaume a dit que tu n'as pas d'aspect technique ou d'expérience là-dedans, mais tu sors d'où en fait? Écoute, je suis ingénieur. Okay. J'ai passé quelques dizaines d'années à diriger des projets d'innovation. Okay. J'ai une certaine culture technique et si vous vouliez voir ma preuve de concept fonctionnel, vous verriez que je peux mettre en place une solution à partir de briques existantes qui fonctionnent. Notamment Jean-Guillaume, peut-être tu pourras t'en parler, avec des family office, etc. Ils s'en tapent le cul des retail, pour parler poliment. Ouais, c'est un peu complexe. On le voit d'ailleurs, déjà, ils font pas tous de la crypto du tout. Non, puis ils s'en foutent du sentiment des retail. Ouais, exactement. En fait, qu'est-ce qui te fait dire que le sentiment retail va vraiment avoir un impact aussi et il va les intéresser? Parce que c'est un peu la base de ton business, de ce que je comprends. C'est quoi les stats et les datas que tu as pris pour partir de ce constat? Ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 30% de la data qu'utilisent les institutionnels qui relève, qui est faite de sentiments. Je ne vais pas forcément faire la différence entre le sentiment des retail et le sentiment des influenceurs pris un par un et le sentiment des influenceurs pris dans leur globalité. J'ai cette data, je peux sortir la source. Donc au moins 30% de leurs données sont des données de sentiment. Donc c'est que quelque part, ils y accordent de l'attention. Ouais, mais aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment. Déjà, tu n'as pas de client. Non, j'ai pas de client. Tu ne sais pas vraiment qui est ton client. Le projet... Je parle B2B, B2C, Family Office, mais tu ne sais pas qui est ton client. Ton avatar client, si je te le demande, tu ne sais pas. En effet, aujourd'hui, j'ai pas de client. Le projet est extrêmement, est en phase amont, très très en amont. Très early. Ouais. Voilà. Mais je suis convaincu qu'on peut apporter de la valeur à ces gens-là, au-delà de ce que fournissent les métros, foire-fouilles et bric-au-marché de la data. Un vrai conseil. Je pense que tu as besoin, réalistiquement, c'est de trouver un associé qui croit en ton projet, qui est très technique dans l'exécution, donc capable de traiter de la donnée IA, etc. et capable de maintenir l'avantage techno que tu aurais. Alors je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas donner des conseils. Et ça, c'est ta priorité numéro 1. Numéro 1 de numéro 1. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir exactement avoir le même pitch avec des premiers retours clients. Et je pense, je ne parle pas pour tout le monde, mais c'est ce qui nous manque là. Il manque du concret. Parce que là, tu te fais une conviction, tu te l'auto-vends, et c'est très bien, c'est la première phase de tout entrepreneur, mais tu as vraiment besoin d'être dans l'exécution, pas juste dans, j'ai parlé autour de moi, dans l'exécution pure et dure. Il faut que tu trouves un associé technique, CTO, ce que tu veux, tu appelles comme tu veux, pour mettre en œuvre ce que tu veux faire et avoir tes premiers retours clients. C'est ce que j'ai à dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Messieurs, je vous propose qu'on délibère pas, puisque j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Ouais. Oui. Stéphane, Yann, on te souhaite le meilleur. Pense à tout ce qu'on t'a dit. Essaye de faire pivoter ton idée. Une idée n'est jamais 100% achetée ou 100% à garder. Il y a toujours des évolutions. Essaye de faire en sorte de trouver la tienne. Merci beaucoup. Et on te laisse repartir. Merci à vous. Stéphane. Merci à toi, Stéphane.
Il est possible qu'il soit passé à côté de quelque chose, mais quand j'aurai trouvé mon marché, je reviendrai. Je pense que je vais continuer sur ce projet, mais que je vais pivoter. J'entends leurs arguments et tous sont extrêmement valides. Je suis venu chercher cela. Je suis venu chercher un feedback. J'ai obtenu le feedback. J'ai pas eu le bonus qui aurait été un investissement ou un accompagnement d'une autre façon. Mais j'entends le feedback et je l'intègre et je pivoterai. 16 minutes. Ouais, c'était long. Ah, quand même. Non, le business dans l'état, il n'est pas viable. Il n'y a aucun besoin. Donc, je te dis, ok, je suis chauve, je vais te vendre des cheveux. Non, j'en ai pas besoin, tu vois. Il n'y a pas de besoin. Le business n'existe pas. Je m'appelle Douglas, j'ai 39 ans et je viens vous présenter Ferbi, qui est une idée que j'ai eue il y a quelques mois, qui vise à combattre l'obsolescence programmée. Vas-y, ok, vas-y, c'est bon. Amène-le-moi. Comment il s'appelle lui? Oui, j'ai dit que je parlais pas sur celui-là, donc... Vas-y, amène-le-moi. J'ai rien. Amène-le-moi direct. Capiche. Je te reconnais pas, Caron, Benoît. Trop suisse, Caron. T'es trop sur la contrôle de ton image, carrément. Depuis quand, moi, je suis plus méchant que toi? C'est vrai. Toi, quand tu parles en premier. Allez, ça sonne, les amis. Clique-moi. Allez, il va direct. Toi, change rien, c'est parfait, les gens vont te détester, ça va être incroyable. Oui. Bah, ça va être le moment film. Bah, bien sûr que je... Il faut le moment suspense. T'as pas honte de m'en rajouter? Ouais, bonne chance. Et le candidat, Bonjour. Salut. Bonjour. Hello. Bonjour, comment tu t'appelles? Douglas. Douglas, salut, bienvenue. Merci. Tu connais l'émission, tu as 1 minute pour nous pitcher, sois concis. À la fin, tu nous indiques ce pourquoi tu es venu et qu'est-ce que tu demandes. Et ensuite, on te posera des questions. Ok. Vas-y, hein. Alors, moi, je suis venu vous présenter Ferbi, qui est un projet qui va... Excusez-moi, Tu peux parler un peu plus fort? Parle fort, respire, tout va bien se passer. Tout va bien. Tu es de l'eau? Donc je suis venu vous présenter Ferbi, qui va combattre l'obsolescence programmée. Ok. On va... Excusez-moi, je Je donne un conseil, respire comme ça. Je suis vraiment super... Est-ce que tu as appris ton pitch par cœur? Non, j'ai pas appris mon pitch par cœur exprès parce que j'avais appris mon pitch par cœur. Et je vais pas vous le faire là, mais on dirait une pub Carglass. Exactement. C'est l'horreur. Explique-nous le truc, mais tiens dans 1 minute, parce que c'est une compétence clé d'un chef d'entreprise, d'être capable d'expliquer facilement, rapidement son business. Allez, go. Stressé, tu stresses encore plus, le pauvre. Habituellement, j'ai pas de problème à m'exprimer en public, mais là, c'est vrai que j'avais le trac. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, donc du coup, j'étais un petit peu impressionné par le... C'est vrai que... Non, c'est on est au bar là, vas-y. Tranquille, présente-nous. 1 minute, on était Faites-nous venir une bière. on était copains. Voilà, ça va bien se passer. Présente à tes potes. Le principe de l'élévateur pitch, c'est quand on est dans un ascenseur, c'est court. Quand on se rencontre dans un avion, peu importe, c'est court. On doit être capable de pitcher sa boîte rapidement. Tu fais quoi toi dans la vie? Moi, je fais ça, ça, ça. Mes clients type, c'est ça, ça, ça. Je vends ça, ça, ça. C'est rapide, mais ça demande de savoir très bien ce qu'on fait, ce qu'on vend, pourquoi, à qui. Et c'est comme ça qu'on génère de l'interaction. Mais il faut maîtriser ça, c'est super important. Allez, go. Alors, je suis venu vous présenter Ferbi, qui va apporter une solution à un problème que tout le monde subit tout le temps, c'est l'obsolescence programmée. Donc nous, on va aller sélectionner un par un des objets fonctionnels dont on se sert dans la vie de tous les jours. Ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une batterie de casserole, une poignée de porte d'entrée, une machine à laver. Et on va prendre ceux qui sont encore fabriqués pour être durables et on va les garantir à vie grâce à un investissement en Bitcoin au moment de leur achat, donc sur un fonds de garantie en Bitcoin. Pour pouvoir tenir ça dans le temps, on va apposer une petite gravure comme celle-ci qui va correspondre à un NFT qui est gravé sur la blockchain de Bitcoin et qui va nous permettre de savoir si cet objet-là il vient bien de chez nous, que vous en êtes bien le propriétaire, que donc il est bien garanti. Voilà. Quelle est ta demande du coup? Et je suis venu vous demander donc 135 000 € contre 21% des parts de cette boîte pour faire de Ferbi une réalité. Pourquoi 21? Tu le sais. 21 pour la référence aux 21 millions de Bitcoin. Eh oui, c'est pas blague de geek. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans ta vie? Je viens de Normandie, je tiens des gîtes. Tu tiens des gîtes, ok. Je viens des gîtes tout seul en haut de ma colline. J'élève des ânes, des oies, des paons. Et je me suis. C'est un rêve de Parisien qui en avait marre de Paris. Et donc, ok, donc on a
une sorte de paysan ancien parisien. Qui veut faire du Bitcoin, le grand écart est monstrueux. Qui s'intéresse au Bitcoin. C'est top. Comment tu t'intéresses au Bitcoin? Je me suis intéressé au Bitcoin parce que mon père est dedans depuis 2017. Son meilleur ami avait mis 400 € sur Bitcoin en 2012. Il a fait beaucoup d'argent. Et quand il m'en a parlé en 2017, je pensais que j'avais loupé le train. Donc j'ai acheté pour la première fois du Bitcoin en 2022. Et ça m'a pris vraiment le temps de comprendre que c'était pas fini, de comprendre ce que c'était, etc. Bon, je comprends le côté durabilité, ça rejoint un peu ton profil. Il y a un truc il faut qu'on clarifie de suite. Tu veux sélectionner des produits pour une durabilité espérée, si je puis dire. Déjà, comment tu les sélectionnes? En allant voir comment ils sont faits, en m'appuyant sur le fait qu'ils ont déjà fait leurs preuves, souvent, ou alors qu'ils sont une évolution d'un produit qui a déjà fait ses preuves. J'ai beaucoup de... Moi-même, j'ai beaucoup d'objets à la maison, de ma batterie de casserole, ma poêle. C'est des objets qui sont très durables, que j'ai achetés pour ça et que j'utilise depuis bien longtemps. Okay, mais en quoi le Bitcoin vient aider à vendre des produits plutôt Alors, il durables? Le Bitcoin, en fait, si tu veux, par exemple, pour une machine à laver, tu vas acheter une machine à laver sur mon site, par exemple, disons 1 000 €. C'est cher pour une machine à laver, mais c'est une belle machine à laver. Sur ces 1 000 €, je vais mettre 100 € sur un fonds de garantie en Bitcoin qui va me permettre, dans le futur, de pouvoir la réparer ou la remplacer quand elle en aura besoin, en fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu vas contrer l'obsolescence, en sachant que maintenant tout le monde s'est un petit peu habitué à ça. Le problème avec Douglas, tu vois, c'est qu'il sait pas ce qu'il vend. Et en fait, il ne sait pas à quel problème il répond pour le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, il pense que les gens, ils veulent plus d'obsolescence, mais je suis vraiment pas convaincu que ça. Parce que les gens, ils aiment bien avoir le nouvel appareil, la dernière technologie. Donc après, s'il fait quelque chose sur un beau produit, qu'on a envie de se transmettre de génération en génération, pourquoi pas? Et quand tu vas leur parler des NFT, t'as ta Jacqueline qui achète justement des casseroles, les NFT, elle y comprend un beignet. Elle n'a pas besoin de le comprendre, en fait, parce que le NFT, déjà, je vais le garder... Comment elle comprend qu'elle achète sa machine plus chère, par exemple, ou sa casserole plus chère? Elle l'achète pas plus cher, ou alors dans une très faible mesure. Si tu veux, l'idée, c'est éventuellement de vendre peut-être 5% plus cher et de prendre 5% aussi sur notre marge pour avoir un prix qui colle à peu près au prix qu'on voit partout, mais donc sans risque pour toi. Et cette machine à laver, elle est garantie d'abord par la marque. S'il y a une extension de garantie, comme sur une machine à laver, moi je la prends. Ensuite, quand la machine viendra à tomber en panne un jour, moi sur le fonds de garantie, il y aura suffisamment d'argent pour pouvoir la remplacer, pour pouvoir répondre à cette demande. Il y aura suffisamment d'argent avec le Bitcoin. Ouais, avec le Bitcoin, faut pas qu'ils descendent. Hein. Parce que ce que je comprends pas, regarde, juste pour clarifier, tu dis que tu as un produit qui va être un produit unique, qui n'est pas interchangeable, ok, c'est le but d'un NFT. Tu as envie de voir une certaine preuve d'authenticité du produit, blablabla. Ça, je peux le comprendre au niveau marketing. Mais toute la notion de maintenance et de réparabilité, tu la prends en charge sur la seule supposition que je comprends. Hein. À titre personnel, je la partage. Que le Bitcoin va monter. C'est pour ça que je suis là, je pense que vous allez comprendre. Voilà, ça je le comprends. Mais c'est quand même très risqué de le faire comprendre à d'autres personnes et de poser tout le risque de ton business en disant tout repose sur le fait que le Bitcoin y monte. Ça repose pas forcément sur le fait que Bitcoin monte, ça repose sur le fait que Bitcoin conserve la valeur dans le temps. J'ai pas besoin que Bitcoin fasse une performance fantastique, que je pense qu'il va faire quand même, mais j'ai pas besoin qu'il fasse cette performance pour que mon modèle tienne. Ouais, mais ça fonctionne pas. Je pourrais le faire en euros si l'euro n'était pas soumis à une inflation d'année en année. Non, ça fonctionne pas parce que si tu présentes ça à n'importe quel financier, il va te dire ok, même si on part du principe que Bitcoin monte sur les 10 prochaines années, tu as oublié la volatilité. Si tu as, pour une raison X ou Y, 250 machines qui viennent à tomber en panne en même temps, quand le Bitcoin est à moins 30 ou moins 40, peu importe la volatilité, tu te retrouves en cash squeeze. Mais sur les premières années, je suis protégé par la garantie de la marque. Bon, alors c'est pas un Ponzi, mais presque. On est sur une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'un actif ne monte pas toujours jusqu'au ciel, et quand bien même il le fait, à très long terme, il y a des fluctuations. Si ça tombe pile dans la fluctuation, tu fais quoi? Faillite. Ok, je rentre dans ton jeu. Tu es protégé par la garantie de la marque. Moi, client, pourquoi j'achète chez toi et pas chez la marque? J'ai la garantie de la marque. Je vais payer plus cher chez toi, il faut que tu aies ta marque. Parce qu'à la fin de la garantie de la marque, moi je me substituerai
pour apporter une D'accord. garantie, justement. Mais tu m'as dit, je prends des marques fortes qui garantissent les produits 2 ans, 5 ans. Moi, client, tu me dis, va chez, je ne sais pas, Siemens, acheter une machine à laver à 1000 balles, ils me la garantissent 5 ans. Va chez toi, complètement inconnu, où je vais payer un peu plus cher un markup et tu vas me la garantir 10 ans. Je vais chez Siemens. Je vais pas la garantir pour à vie, certes, je vais toujours pas chez toi. Comment tu imagines que ça va se passer? Disons que ton idée, elle part. Comment tu gères le nombre de clients? Comment je gère le nombre de clients? Ouais, J'achète les produits qui sont prêts à être vendus en fonction du flux de vente que j'ai sur le moment. C'est-à-dire que si ça se met à monter, j'achète plus de produits, je prends un entrepôt plus grand. Donc tu as un grossiste. J'ai l'impression que c'est une association. Ouais. Tu vois, c'est un combat qui est noble, hein, l'obsolescence, etc., moins de déchets, mais c'est pas une entreprise. Il n'y a pas un business model. Je ne deviens pas millionnaire. Je ne paye pas 100 salariés avec ça. Tu vois? Ah, je pense que si, je pense que... Enfin, c'est ce que je lui disais en régie, mais je vais vous le dire à vous, je pense vraiment qu'on peut éclater Amazon, en fait. Je pense que... Ah, waouh. Ah ouais. Alors vas-y, là je suis intéressé. Là, tu nous as regagné notre attention. On allait se casser et là on est présent, vas-y. Combien t'as de clients? Pour l'instant, j'en ai 0. Il a 0 client à faire plus qu'Amazon. Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que là, on parle de monter un e-commerce. Ouais. Donc, je prends un site, je travaille une semaine dessus, je monte un e-commerce, j'envoie du trafic, je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'a empêché de tester ton concept? Déjà, moi, j'ai essayé de monter un site, mais c'est pas mon domaine, donc. T'es tout seul? Je suis tout seul. Trouve-toi un associé, du coup. Ouais, je suis tout seul. Là, t'es tout seul et t'as pas de clients, et c'est ça le. Ouais, c'est une idée qui a 4 mois. Ah, il y a 4 mois. Okay. C'est une idée qui a 4 mois qui est. Moi, ce que je te propose, c'est trouve-toi un associé avec qui éventuellement vous partagez la même vision. Chercher. Ouais, mais ce sera pas. C'est pour ça qu'il est là. Les gens qui nous regardent. Il y a des gens qui savent parler. Mais c'est bien d'être venu, déjà. Ce ne sera pas nous. La raison à ça, c'est bon, moi personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'il faudra que tu fasses pivoter l'idée sur quelque chose d'autre, mais ok. Je pense qu'il te faut dans tous les cas un associé opérant avec toi. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, partager les idées, partager la vision. Et puis après, c'est toujours pareil. Une fois que tu as une idée qui s'est améliorée, essaie de le vendre clairement à quelqu'un et voir que tu as plusieurs clients. Et après, tu engages les prochaines étapes. Ne reste pas juste à l'état de l'idée comme tu es actuellement, parce que sinon, tu vois ce que je veux dire, ça avance pas. Et puis même. J'ai pas l'intention de rester à l'état de l'idée, c'est juste que je suis vraiment au balbutiement, si tu veux, du. Trouve-toi un pote développeur si jamais tu as besoin d'un IT, tu vois ce que je veux dire. Ouais, même pas un e-commerce. Tu peux le faire. Un e-commerce guy qui fait du Shopify, qui croit en l'idée. C'est ça que je suis venu chercher, c'est des conseils. Moi, je crois en l'idée, les gars. Je crois tellement dans l'idée de se dire, j'identifie les meilleurs produits durables. L'extension, on s'en carre les fesses, parce qu'en fait, c'est un argument supplémentaire, mais c'est pas le core business. Ton core business, encore une fois, c'est j'ai un produit qui peut durer. Quand tu te lances en plus dans des projets crypto-actifs et où tu laisses comprendre, espérer que le Bitcoin va monter en valeur, c'est pas forcément que tu as tort. Le problème, c'est d'exprimer ça aujourd'hui sur le marché français. Et je pense qu'on n'a pas été en phase à 100% avec Douglas. Et c'est dommage parce qu'il a quand même une idée de base qui peut être pas mal. Demain, tu vois, tout objet qui a de la valeur sera on-chain. Et en fait, il perd de vue cette réalité-là. Merci à toi. Avance sur ton projet. Reviens-nous avec plaisir si tu fais évoluer ton business plan. Et on te souhaite le meilleur. Bon courage. Merci Douglas. Merci Douglas. J'adore le prénom. C'est vrai? Douglas. Sans le stress, mon pitch aurait sûrement été différent, mais je pense que mon projet est quelque chose qui doit s'expliquer sur 2 heures de dîner. C'est très difficile de faire passer cette idée-là en 1 minute. Ça m'a paru très très court et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Donc la suite de l'aventure pour moi, ça va être de créer un prototype avec des développeurs, de m'entourer en fait, si tu veux. Je m'appelle Steve. Aujourd'hui, je vais vous présenter les projets Dinguerie. Donc comme son nom l'indique, c'est des trucs, c'est assez fou. C'est grosse responsabilité, grosse aventure. Nous, on a une petite équipe. C'est vraiment en mode à la bonne franquette, entre potes. On n'a pas les épaules pour un si gros projet. Si on ne suit pas, je dis juste le truc, on va le lancer quand même à l'arrache. Parce que l'authenticité, c'est ça que voilà. Et Green Bull, ouais, ce serait genre pour nous de la sérénité. En fait, l'accompagnement et le tampon, si eux nous valident, en fait, on est validé, on part. Comment t'es venue l'idée pour ce projet? Waouh! L'idée de ce projet, on s'est pris une gamelle. En fait, parce que le projet, c'est un puzzle. En fait, et c'est des step by step. Au fait, chaque pièce du puzzle représente un step. Et c'est typiquement ce genre de projet Internet. C'est fou, c'est ce que les gens... Enfin, moi, perso, ça me passionne. Mais là, tu m'as pas répondu. Comment elle t'est venue l'idée? Allez, Lee, trop fort. Tu peux te mettre dans la voiture, s'il te plaît. Ça roule. Merci beaucoup, on fait notre
dossier. Un petit dossier. Merci. Petit chéquier ou pas? Petit chéquier, pas Non, encore. dans l'autre sens peut-être. On va voir, merci. Ok. Alors, quel est ton prénom? Alors je m'appelle Steve, Steve. je viens de Strasbourg. Bienvenue, Steve de Strasbourg. Merci. Tu connais le concept, tu as une minute pour nous pitcher, sois synthétique, percutant. N'oublie pas de nous dire pourquoi tu es venu et ce que tu viens chercher. Et ensuite, question-réponse, c'est parti. Imaginez-vous un projet entrepreneurial qui est tellement fun, en fait, qu'on peut le décliner en un jeu. On parle d'un jeu de rôle collaboratif, ça se passera sur YouTube. Il y aura des créateurs de contenu partenaires qui vont nous épauler, la communauté francophone, parce qu'on est une super communauté, super engagée, des médias et même peut-être même des institutions. Le projet, la chaîne va s'appeler Dinguerie, tu suis. Genre en gros on fait des trucs de fou, est-ce que tu as envie de venir avec nous? Et le but du jeu, c'est de réussir la dinguerie ultime. Et si on réussit la dinguerie ultime, c'est un truc, c'est humainement, c'est passionnant, c'est... Voilà. Il y a des possibilités de faire de l'argent à différents steps du projet, mais c'est vraiment pas ça. Le truc, ce projet, c'est un projet humain, l'argent, ça, c'est secondaire. Ce qui se dit peut-être pas dans un truc d'entrepreneuriat, mais voilà quoi. Ok. Et les revendications, donc si vous voulez être dans le cockpit de cette aventure, le billet d'entrée c'est déjà un accompagnement Green Bull fort, donc le top avec toutes vos ressources, et un demi-million d'euros. 2 millions? Un demi-million. Un demi-million. 500K. Pour combien? Pourquoi? Pour 20%. Et 20% de 2 entreprises. Il nous fait une valo à 2,5 millions. Tranquillité. Ah, il y a ma tête. C'est fini? Yann Darwing. Ouais. Il y a une faute aussi. Alors moi honnêtement j'ai vraiment pas compris. C'est quoi le concept en fait? Ça commence par quoi? Enfin oui, à part avoir du fun et mettre des créateurs, des youtubeurs, etc. Ouais. Genre concrètement c'est quoi le concept? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas avoir des créateurs? C'est qui? Ok. Alors concrètement, donc à la base c'est un projet entrepreneurial vraiment, donc avec des objectifs. On a étudié différents marchés pour différentes raisons et on a constaté que tu peux les lier ces marchés, chose qui n'est pas encore faite au jour d'aujourd'hui. Par contre, le projet il est hyper compliqué, ça c'est une des grosses difficultés, il est hyper compliqué à présenter. Il faudrait que je vous présente le cœur pièce par pièce. Ok, cette pièce elle symbolise quoi? Celle-là elle symbolise quoi? Pourquoi on la prend? Pourquoi elle est intéressante? Pourquoi elle est passionnante? Et au fait, à chaque fois qu'on valide une pièce, ça crée une synergie dans le projet entrepreneurial. En gros, c'est un truc step by step. Tu commences là, tu valides ce partenariat-là, tu es en position de chercher le suivant. Tu cherches le suivant, tu es en position de chercher celui-là. Et tu montes comme ça, sur une période d'à peu près 2 ans, et tu fais monter la hype avec toi sur les communautés. Je suis désolé, mais j'ai toujours rien compris. En gros, demain on fait une émission, c'est quoi le concept? Comment ça se passe? J'ai pas compris c'est quoi l'émission en fait en tant que telle. Moi j'ai rien compris. En plus j'ai rien compris. C'est quoi le Il business? veut faire la plus grosse dinguerie sur YouTube, c'est ça son concept. Ah, d'accord, mais ok. C'est ça que tu veux faire. Ouais, mais c'est quoi la dinguerie? Si justement ils savent pas. Oui, c'est ça. Non, la dinguerie ultime, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec des événements type la The Event ou Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Il y a des similarités avec la The Event. Donc déjà, dans la dinguerie ultime, il y a une partie caritative. Donc on va créer une cagnotte caritative, c'est basé sur la pub. Tout le business model, en fait, il est basé sur la pub. Vous avez un visuel. En gros, on a un peu pris tout ce qui se faisait de mieux sur YouTube, on a mélangé à notre sauce et on a fait un nouveau format. Ok. Tu dis on, c'est qui l'équipe? Donc on a une petite équipe, il y a quelques créateurs en Alsace. J'ai mon associé historique, on a une SCI aussi, on a un petit immeuble et des graphistes, voilà. Un immeuble. Tu fais quoi dans la vie, Steve? Je travaille sur ce projet et en parallèle je suis maçon. Je résume. J'ai toujours pas compris. Pour ça. Steve va nous aider. Tu veux faire un média de divertissement où l'objectif c'est de faire la dinguerie la plus ultime. Oui. Ok. Et pour ça, explique-moi. Pour ça, il faut l'aide de la communauté. Au fait, c'est comme si on avait un projet entrepreneurial et qu'on a, comment dire, on l'a scénarisé sur 2 ans. Projet entrepreneurial. Ok, là, tu commences, tu fais ça. Tu fais ça avec tel groupe de youtubeurs parce que si, parce que ça. Ensuite, tu arrives au step 2, tu cherches un autre partenariat, un autre groupe de youtubeurs et tu continues. Et qui continue? Enfin, tout le projet, nous, en fait. D'accord. Est-ce que tu as déjà du coup des youtubeurs parce que tu me parles du The Event qui est peut-être un des plus gros événements sur YouTube. Ouais. Un des plus gros, un des top 3, je pense. D'accord, oui. Du coup, dans cet événement, il y a des gros youtubeurs qui ont tous plusieurs millions. Ce qui contribue à créer un événement.
Mais là, tu as un problème de pool, d'œuf, de. Ouais. Tu dis, je veux faire un événement, petit. Oui, on commencera petit. Tout est scénarisé pour créer une hype, pour créer une émotion. Elle est ultra dure à dire comme ça en 20 minutes. C'est le problème. C'est le problème. Ouais. C'est mon problème d'aujourd'hui. Ouais. Pitché. En fait, pourquoi tu commences pas juste avec. Ok, tu prends un caméraman là, ok, tu fais une émission, juste qu'on comprenne ce que c'est. Parce que honnêtement, je pense que personne n'a compris. À la fois le fond et la portée de la chose. On a juste compris que ça devait être une dinguerie. Donc je peux imaginer plein de choses, moi dans ma tête quand tu me dis dinguerie. Vraiment, des folies. Mais j'ai besoin que tu fasses ressortir ce que tu as en toi parce qu'en fait tu as du mal à l'exprimer. C'est juste. T'es pas fun en plus là? Pas du tout. T'as l'air hyper sympa. Ouais. Mais tu vois, t'es très stressé, c'est clair. Ouais. C'est même pas le fait d'être stressé, c'est la position, ma position que j'ai. Vous êtes des gens, vous avez déjà réussi dans le business. Il y a une synergie ici, franchement c'est beau ce que vous faites. Déjà de base, Merci. il y a du fun, du peps que vous pouvez avoir parce que vous êtes serein. Vous avez réussi des business, c'est pas à l'immense l'air. Moi, comment dire, ce projet j'y mets tout ce que j'ai. Genre on a de l'immobilier, il y a déjà ma résidence principale, elle est passée. Là, il y a un deuxième appart qui est en train d'y passer. T'as déjà investi donc? Je m'ai pesé 200 000 déjà. T'as fait quoi? Attends, c'est important. Sur quoi? Sur toute la recherche et le développement de ce projet. Steve, il est hyper émouvant, mais très dangereux pour lui-même. C'est le genre de profil qui veut faire trop bien, qui veut faire trop en fait, et qui va pas à l'essentiel et qui fait pas la première étape. Et j'ai vraiment peur qu'il se mette à mal, lui, ses proches, sa famille, ou même des partenaires, simplement parce que il suit pas ce qui doit être suivi, c'est-à-dire j'exécute et pour exécuter, je fais une première marche quoi. En fait, T'as payé quoi et t'as eu quoi comme délivrable? on n'a rien vraiment. En fait, on a fait de la pré-prod audiovisuelle pendant. Donc t'as des choses à nous montrer en fait. On a des petites maquettes, des maquettes avec des partenariats. Parce qu'on ne part pas de zéro. En fait, on va valider des partenariats. Tu kifferais de fou. On a reçu tes documents, tu nous en as redonné, etc. Je vois un projet qui, dans ta tête et sur les documents, est très recherché. C'est-à-dire que là, j'ai devant moi un budget très complet, avec des dates, avec des dépenses très micro. Jusqu'au montage, les caméras, les machins. Tu l'as fait à l'arrache peut-être. Ouais. Et là, tu me dis, j'ai mis 200 000 balles. Et en fait, j'ai l'impression, je prends pas méchamment ce que je te dis, mais que tu fais quelque chose en démo. C'est-à-dire, dans ta tête, tu as un énorme projet où tu te dis, on va mettre des youtubeurs, on va acheter des droits, des droits, je ne sais pas quoi d'ailleurs, de la musique, des droits intellectuels, je ne sais pas. On va créer un projet de malade. Et sur le papier, dans un monde imaginaire, ça marche. Construire un Z-Event, par exemple, puisqu'on parlait de ça, c'est juste mettre des youtubeurs dans une salle, des caméras, une équipe, et faire un truc cool, en plus caritatif, donc sain. Mais ça, en fait, c'est l'idée. Et dans un business, l'idée ne vaut rien. C'est tout le reste qui est important. Je suis d'accord. C'est comment je trouve ces youtubeurs, comment je les convainc, etc. Et là, j'ai l'impression que tu es, toi et l'équipe avec toi, dans le micro de créer des micro-détails autour de cette idée, genre quelle couleur de chaise on va utiliser dans notre vidéo, alors que tu n'as pas le début du projet. Et quand tu me dis j'ai investi 200 000 euros, j'ai peur. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces 200 000 euros? On a payé déjà les locaux, du matériel, genre des ordis, ce genre de choses, matériel de prod aussi, un réal pour de la pré-prod, des graphistes, il y a plein de choses quoi. Mais est-ce que vous avez des vidéos? On a des maquettes. Après j'ai une problématique aussi, parce que plus je vous en dis à vous, plus moi je perds en fait, le côté impactant, le côté surprise de l'émission. C'est aussi une problématique. Ah bah ce projet-là où en fait on vient te pitcher une émission et on te demande d'investir 500 000 balles, mais en fait tu sais absolument pas à quoi ça va servir, comment, on sait même pas c'est quoi la prochaine étape, c'est un peu trop facile quoi. On a besoin quand même un minimum de concret pour savoir en fait quelle va être la roadmap et typiquement ce candidat je pense qu'il prend effectivement les choses complètement à l'envers. Au lieu de commencer par déjà un concept d'émission qui peut déjà verbaliser et communiquer, il commence par tout le gros du projet mais on sait même pas c'est quoi la première étape quoi. Il veut aller au sommet de la Tour Eiffel, mais en fait, on ne sait pas c'est quoi la première marche. Pour moi, le seul conseil que je vais te donner, c'est commence à marcher avant de courir. Premier conseil, c'est ce qu'ils sont donnés. Deuxième, reste pragmatique dans l'approche dans laquelle tu vas tourner tes vidéos. C'est-à-dire, engage pas trop de frais sans savoir si quelque chose mord. Reste agile, teste les choses. Avec un iPhone, tu peux déjà faire des premiers concepts, tu peux faire déjà des premières dingueries. Tu peux voir déjà la réceptivité du marché, parce que peut-être, ça se trouve, ton idée que tu as aujourd'hui dans ta tête, elle est super, mais peut-être qu'il n'y aura pas de marché pour.
Et tu vois, ça c'est toujours pareil. C'est la difficulté pour un entrepreneur, c'est réussir à avoir quelque chose pour lequel il y a une attache, il a du cœur, chose qu'on ressent, t'es émotionnellement attaché à ce projet-là. Et après, il y a la réalité du marché. Okay. Donc, fais attention à ne pas t'engager vertueusement dans une situation financière qui pourrait devenir compliquée, à vouloir aller dans quelque chose où tu ne sais pas où est-ce que ça va aller. Donc, reste pragmatique, teste intelligemment tes idées, commence par tester, vois ce qui se passe, et puis si ça commence à mordre, là, petit à petit, tu commences à investir et tu commences à chercher et construire autour. Mais travaille pas à l'envers, parce que là, j'ai l'impression que tu te lances dans un projet qui est... Ouais, je comprends clairement, vous avez raison. Il est super attachant et on a envie de l'aider. Et c'est sûr qu'il a un projet où on n'a pas forcément peut-être tout compris, mais en tout cas, il faut qu'il commence par le début, c'est-à-dire d'abord essayer de réussir à faire une première émission, voir comment ça se passe, puis après itérer et faire évoluer la chose. Là, tout de suite, il parle d'implications financières qui sont importantes, d'engager des coûts, et ça, c'est vachement dangereux, parce que tu mets le pied dans l'engrenage et après, c'est fini. Ou tu peux même finir ruiné, donc il faut faire attention. Mais quand on débute, un téléphone suffit. J'ai vraiment très peur que tu perdes ton argent à faire un truc super bien, super grand, avec des équipes, etc. et que personne ne le regarde, malheureusement. Parce que personne n'est au courant, parce que... Et je veux pas que tu ailles dans le mur, quoi. Donc... Puis il y a un autre facteur aussi qu'on voit souvent avec certains entrepreneurs qui pensent avoir une idée qui est exceptionnelle et ils veulent la garder pour eux. Et du coup, ils la partagent pas. Et du coup, on comprend pas ce qu'ils ont derrière. Et du coup, ils se disent, c'est tellement génial, exceptionnel, ultime, tu vois, ouais, je comprends. qu'en fait, je la partage pas parce que j'ai peur qu'on me la pique. L'exécution, c'est la base de la réalisation de l'idée et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc il faut pas que tu aies peur, enfin moi je sais pas si c'est ça le problème, mais c'est pas le problème. Il faut pas que tu aies peur de partager ton concept et de savoir comment le pitcher et de t'entourer des bonnes personnes pour pouvoir le faire. Parce que si tu gardes ton projet dans ton coin, tu vas avoir des dépenses comme ça qui vont t'emmener à la faillite potentielle, tu vois. Enfin moi là, je care about you là. Depuis le début, tu parles juste de projet entrepreneurial, projet artistique. C'était les seuls mots qui sont revenus. D'accord. Tant des mots. Tu m'as pas dit, regardez les gars, ça c'est la première émission, voilà ce que c'est. Ouais. Non, voilà, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses, tu vois, un même deck sur ça, avec ton concept d'émission, qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que quelque chose qui est détaillé, sur le papier, on l'a. Et que tu ailles voir potentiellement effectivement des annonceurs et justement que tu te confrontes au marché pour voir justement, et je pense que c'est plutôt dans l'inverse que tu dois réfléchir, j'essaye de financer du coup mon concept d'émission et après je la produis, et pas essayer de faire tout le plus gros avec toutes tes lignes de coûts sans avoir quelqu'un qui te suit derrière, quoi. Parce que sinon tu... Ah, c'est du risque. C'est du gros risque. Faillite, quoi. C'est sur du risque là. Steve, arrête de dépenser ton argent. Fais en sorte de faire la même chose pour pas cher et teste le marché. Ce sera, je pense, le mot de la fin. On te laisse repartir. Bon courage, Steve. Merci à vous. Merci à toi. Merci Steve. Merci pour le courage en tout cas. Yes. Ah, c'est dur. C'est dur. Une démo, toi. C'est dur là. C'est un peu comme Douglas, Ouais. tu vois. C'est un peu le même sentiment. C'est pire que Douglas. Non, c'est pire. Non, mais là c'est pire. Ouais, c'est pire parce qu'il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent. Que je réussisse, que je perde, en fait, c'est pas le problème. Déjà, c'est le fait de tenter. T'as le côté challenger, en fait. Et ce projet-là, je le lâcherai pas, je donnerai tout. Je m'en veux de pas avoir réussi à passer le message, passer les émotions que je voulais. Mais c'est pas grave, et c'est une belle expérience. Il y a eu plein de bons conseils, comme dit, c'est des gens bienveillants, c'est cool. Alors, j'ai de la chance, c'est que j'ai investi assez tôt dans l'immobilier, donc j'ai des apparts qui couvrent. Au pire, je suis dans la merde de la trésor tout de suite, parce qu'on finance le projet et tout, voilà, je fais plein de sacrifices. Mais sur le long terme, en soi, voilà, c'est bon, il y a un peu d'immo qui couvre. Ouais, je pense que je vais changer certaines facettes de mon plan d'action. Typiquement, trouver un partenaire commercial, un bon qui sait bien vendre le projet. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de lever 1 million pour 10% du capital de Matelas. Mais par contre, jamais pour 10%. Je pense vraiment qu'on peut éclater Amazon, en fait. Ah waouh. Alors vas-y. Alors là, vas-y. Là, tu vas... Combien t'as de clients? Pour l'instant, j'en ai zéro. Il a zéro client à faire plus qu'Amazon. Parce que tes marges sont vachement faibles. Il va falloir que tu y ailles énervé. J'ai l'impression d'avoir le Wish là, tu vois, j'ai la version 2. Non, eux, ce qui leur manque, c'est un projet. Vous êtes majoritaire
et on perd une certaine forme de liberté. Si vous voulez pas plus d'associés, en effet, ça sert à rien qu'on discute. Je comprends même pas pourquoi vous voulez délibérer. Qu'est-ce que vous demandez du coup? Entre 200 et 250 000 euros par mois. Par mois? Mon rôle, c'est pas aujourd'hui de lever des fonds. Lequel de vous deux est en couple avec Carole? Moi. Encore là? Ah, il y a ma tête, Yann Darwing. Ouais. Il y a une faute aussi. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour à vous. Et le sosie de Christophe Willem. C'est l'analyse de sentiments des influenceurs crypto. Je suis désolé, mais j'ai toujours rien compris. En fait, faut que ça nous coûte zéro, ça. Moi, je mets pas un centime dedans. Moi, j'ai besoin de vous pour la partie scaler un business. En fait, c'est vous qui récupérez l'argent de l'État, c'est ça? Plus je fais du développement informatique, plus je suis content. Il est 10h05, nous sommes en retard. Christelle te dit, va te faire foutre. Je t'aime, Christelle. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. C'est un aspirateur à sperme. Absolument. Le point pour devenir un leader, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de notoriété. 2%, t'as pas vraiment envie qu'on soit là, quoi. Il a osé. C'est un renouveau, c'est un projet de vie. C'est ça ton business. Tout le reste, c'est branlette là. Ça sert à rien. Allez, next. Et donc là, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un partenariat. Ouais, mais ce sera pas. C'est pour ça qu'il est là. Ce sera pas nous. Toi, change rien, c'est parfait, les gens vont te détester, ça va être incroyable. Tu vas avoir des dépenses comme ça qui vont t'emmener à la faillite potentielle. Je m'appelle Maxime et je suis le cofondateur de la société Excess. Un gun à taille réelle qui projette 6 litres de champagne à plus de 10 mètres. Il n'y a pas suffisamment de matière là pour pouvoir engager une discussion qui suit. Faut voir les chiffres qu'il y a derrière. Attends, je te coupe. Je m'en fous en fait, tu vois, tout ce que tu es en train de me dire. Tu sors derrière 40% de renta. Il a réinventé McDo. J'ai l'impression que tu as peur de vendre ton produit. La grande question que vous devez poser, c'est est-ce que vous avez envie de partager le gâteau avec nous? Si vous n'avez pas les couilles, allez.